Donc on est la team, on est une sous-partie de la team Doctrine. On est venu à 4, donc pas tous, hein, les autres y bossent. Et donc on est venu avec 2 membres de la team, on appelle ça la team produit, mais c'est la team globalement web, tech, si on veut. Et 2 autres membres de la team data. Ils vous présenteront les 2 leads de ces 2 teams respectivement ce qu'ils font. Voilà, on est venu à 42, on connaît bien, on aime bien. Il y a évidemment un jeu de séduction entre les devs et les startups, hein, on va pas se mentir. Et je pense que c'est aussi un jeu aussi de partager ce qu'on fait, parce que je sais qu'il y a pas mal de conférences ici, mais aussi, nous, notre but, on s'est dit, on vient dans l'esprit de vous transmettre ce qu'on fait vraiment au quotidien dans une startup. C'est-à-dire que vous codez très bien, vous codez sur ces exos principalement théoriques souvent, et qu'est-ce qu'on fait après, comment est-ce qu'on applique ces données théoriques pratiquement dans une startup, comment est-ce qu'on scale une équipe technique, etc. Donc on est venu avec, on va faire deux rapides conf, donc Raph, le CTO et le co-founder, va présenter ce qu'il va vous présenter. Et après, Sacha, qui lead la partie vraiment plus data au sens data science, donc un mix d'infos et de maths plus matheuses, quoi. Et vous présentera un peu ce qui fabrique le site de son côté. Et puis après, je pense que le mieux, c'est qu'on échange questions-réponses tech, mais aussi toutes les questions que vous avez sur une startup. Raph. Bonsoir à tous. Déjà, je remercie 42 entrepreneurs de nous accueillir ce soir. C'est très gentil à eux et c'est très intéressant de participer à des événements comme celui-ci. Donc moi, je vais vous parler je vais faire la première partie de la conférence de ce soir. Je vais vous parler du développement principalement du produit et après, on parlera avec Sacha plutôt des aspects machine learning, intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Donc, je vais brièvement me présenter pour que vous voyez quel background j'ai. Donc, j'ai commencé par faire des maths, en fait. J'ai fait une licence de mathématiques. Ensuite, je me suis réorienté vers l'informatique. En fait, j'ai toujours été passionné par l'informatique, y compris quand je faisais des maths. Mais je trouvais qu'en fait, l'informatique au niveau du lycée, de l'université était trop facile. Et du coup, je trouvais que les maths, c'était plus challenging. Mais bon, finalement, je n'étais pas fait pour faire des maths théoriques tout le temps. Donc, je me suis réorienté vers l'informatique. Et plus précisément l'informatique appliquée à la biologie. C'est ça qui s'appelle bioinformatique et biostatistique. Et j'ai fait un master donc, dans cette discipline. Et ensuite, j'ai fait ma thèse également dans cette discipline-là. Et donc sur le thème de la combinatoire des mutations génétiques. Donc c'est des algorithmes, c'est des modèles mathématiques en fait pour faire des prédictions en biologie. Donc tout ça ne me prédisposait pas du tout à travailler avec les avocats et à travailler dans le droit. Et donc c'est totalement finalement par hasard que je me suis trouvé à travailler dans ce domaine-là parce que on a vu qu'il y avait potentiellement un marché. Donc je vais vous raconter ça après. Donc du coup aujourd'hui je suis le CTO de Doctrine et donc cofondateur. On est 3 fondateurs à Doctrine et donc moi je suis aujourd'hui le CTO. Donc d'abord je vais vous rappeler brièvement ce que c'est que Doctrine. J'imagine que pas mal d'entre vous doivent savoir déjà. Qui sait déjà ce que c'est que Doctrine? Donc je vois que tout le monde sait à peu près ce qu'on est, mais je vais quand même rappeler brièvement le service qu'on propose. Donc, on est un moteur de recherche juridique. Donc c'est simple. Vous avez un moteur de recherche qui fonctionne. Donc, c'est comme sur Google. Donc, je vais faire plutôt une démonstration puisque du coup, j'ai un accès. Donc là, j'avais tapé par exemple chien. Ah oui, alors ça, c'est. Hop. Donc, imaginons que je suis avocat et j'ai un client qui a été mordu par le chien de son voisin et je veux savoir qui est le responsable et s'il peut attaquer son voisin en justice, obtenir des dommages d'intérêt, etc. Et donc, par exemple, je vais chercher, par exemple, chien responsabilité. Ah, alors là, c'est l'aspect. Et donc, j'ai un certain nombre de... Et non, c'est raté parce que je ne vois pas ce qu'il y a sur mon écran. Je devrais switcher, mais après, ce ne sera pas pratique pour la présentation. Donc là, j'ai un certain nombre de résultats, beaucoup de résultats. Donc ça, ce sont des décisions de justice qui mentionnent les termes que j'ai recherchés. Alors évidemment, là, on a plus de 1000 résultats. Donc là, il y a beaucoup trop de choses pour un avocat. Donc ça, ce n'est pas pratique du tout. Donc là, il a la possibilité de restreindre sa recherche. Donc par exemple, il peut chercher la jurisprudence récente qui date de 2016 ou qui est plus récente. Il peut s'intéresser uniquement aux décisions de la Cour de cassation, par exemple. Voilà, et puis donc, il peut filtrer les résultats de cette manière-là. Et ensuite, bien sûr, on peut lire les décisions de justice. Et là, on a un certain nombre d'informations, de métadatas qui sont là sur la décision. On a des décisions similaires également.
Et puis, on a également la chronologie de l'affaire, c'est-à-dire que là, la décision, par exemple, il y a eu la décision de première instance, donc c'est le premier jugement. Là, il y a une des deux parties, ou les deux même, qui ont fait appel de la décision. Donc, ça a été jugé ensuite par la Cour d'appel de Paris, ici, en juillet 2015. Et une des parties a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Et donc, cette affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui donc a conclu d'ailleurs que la Cour d'appel avait mal jugé l'affaire et elle a cassé l'affaire, c'est ce qui est indiqué ici, cassation partielle. Donc elle a dit, voilà, la Cour d'appel s'est trompée, elle a mal appliqué la loi, et donc elle a annulé la décision de Cour d'appel. Et donc, cette frise ici, c'est quelque chose qu'on a dû calculer préalablement et qui fait partie de la valeur ajoutée de doctrine. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation de base de doctrine. Donc ça c'est très utile pour l'avocat parce que ça lui permet de préparer ses dossiers quand il va plaider au tribunal. Donc, et on fournit également autre chose en plus, c'est qu'on a des commentaires des décisions de justice. Alors il n'y en a pas sur toutes les décisions parce que évidemment il y a des centaines de décisions de justice qui sont rendues tous les jours. Donc ça n'intéresse pas les juristes de commenter toutes ces décisions. Il y a des décisions banales en quelque sorte. Mais il y a des décisions qui sont exemplaires parce qu'elles ont changé la jurisprudence, parce que c'était un problème qui n'avait jamais été traité juridiquement. Et donc il y a des juristes, des avocats, des professeurs qui vont commenter certaines décisions et donc qui vont écrire sur leur blog, sur le site d'éditeurs juridiques. Et donc c'est ça qu'on appelle les commentaires qui sont indiqués ici. Et donc nous, on fait des liens en fait vers tous ces commentaires et c'est ça qu'on appelle la doctrine juridique qui donne le nom à notre entreprise. Et qui sont donc des commentaires de décision. Donc là, on a toutes ces choses-là sont des commentaires de la décision de justice qu'on est en train de consulter. Et donc ça, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte par rapport à avoir juste la base de données brute de décision de justice, en fait. Et donc là, je vous ai montré déjà la frise. Donc, je vais vous raconter un peu l'historique de Doctrine. Donc, en fait, Doctrine a tout juste un an, en fait. Au début, donc, on n'était que les 3 associés fondateurs. Et en gros, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pourrait créer comme boîte. Et on s'est vite intéressé au domaine du droit, tout simplement parce qu'un des associés, Nicolas, connaissait bien le droit, puisqu'il a fait des études de droit. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les avocats? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin qu'on pourrait remplir et où on aurait les compétences pour venir apporter quelque chose? Et donc on a parlé à des avocats. On leur a demandé, est-ce que vous auriez besoin d'un logiciel, par exemple, pour gérer vos affaires, pour avoir les dossiers de vos clients? Et en fait, ils nous ont dit, ouais, bon, les logiciels pour les dossiers des clients, ils sont nuls. Ça serait bien d'avoir quelque chose de mieux, mais finalement, on passe pas beaucoup de temps dessus. Là où on perd vraiment un temps fou, c'est dans la recherche, dans la jurisprudence. Et donc, c'est comme ça, c'est en discutant avec des avocats qu'on a identifié que c'était là qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait un vrai problème, en fait, pour l'avocat au quotidien, de devoir faire ses recherches jurisprudentielles, et que c'était là qu'il y avait une source majeure d'inefficacité pour l'avocat, et on pouvait vraiment faire quelque chose. Et donc, on se place, il y a également un changement global qui est que de plus en plus, on va vers l'open data, c'est-à-dire que les décisions de justice avant étaient difficilement accessibles, elles étaient dans des bases de données privées et payantes. Et de plus en plus, il y a des décisions de justice qui sont mises en ligne. Là, par exemple, la Cour de cassation a annoncé cette année qu'elle allait entreprendre le fait de mettre la totalité des décisions de cour d'appel en accès libre. Alors, c'est un chantier qui va durer plusieurs années parce qu'ils ne sont pas hyper rapides. Mais en gros, il y a un phénomène général quand même d'aller vers le fait que les décisions sont en open data. Donc, il y a plus. Donc, le fait d'avoir les décisions de justice en tant que telles, ça n'est plus là que va être la valeur ajoutée. Et donc, notre pari, c'est de dire que la valeur ajoutée, elle n'est pas seulement dans le fait d'avoir les données. Alors, elle l'est quand même beaucoup parce que, pour l'instant, ce n'est pas encore ça l'open data. 99% de la jurisprudence n'est pas du tout en open data. Donc, le fait d'avoir une grosse base de données de jurisprudence, c'est hyper important. Mais l'idée, c'est que la valeur se déplace vers les services autour de la donnée. Et donc, nous, on parie pas mal sur ces services autour de la donnée, comme la frise chronologique, les commentaires que je vous montrais. Donc au début, quand on a lancé Doctrine, on n'avait que 10 000 décisions de justice en ligne. On avait pris les décisions de la Cour de cassation parce qu'elles étaient facilement accessibles, en fait. Et on a très vite fait, au bout d'une semaine, un produit rapide, un produit démo où il n'y avait en fait qu'une seule page sur Doctrine. On tapait dans le champ de recherche, ça affichait les décisions. Et on n'avait même pas programmé l'affichage des décisions de justice. Ça redirigeait vers le site Légifrance, qui est le site du gouvernement pour consulter les décisions de justice. Et donc c'était vraiment un produit, c'était vraiment un MVP, donc c'est un prototype vraiment minimaliste de Doctrine. Et on a demandé aux avocats ce qu'ils en pensaient. Et donc ils ont dit, oh, on adore, c'est hyper rapide, c'est génial comme truc. Et alors que c'était nul, il n'y avait que 10 000 décisions dedans, et on ne pouvait même pas lire les décisions sur notre site, ça redirigeait vers le site du gouvernement.
Et en fait, les gens trouvaient ça génial. On dit ah c'est super efficace et tout ça. Donc, alors qu'on avait construit ça en une semaine. Donc on s'est dit si en une semaine on peut faire un truc qui leur plaît déjà comme ça, eh ben il faut se lancer là-dedans. C'est vraiment un marché hyper intéressant. Et donc du coup, on a décidé de se lancer pour de vrai. Et donc depuis, il s'est passé plein de choses. L'été dernier, on a levé 2 millions d'euros. Aujourd'hui, donc j'avais dit qu'on avait 10 000 décisions il y a un an. Aujourd'hui, on a 3,6 millions de décisions de justice dans notre base de données, ce qui fait que nous sommes la plus grande base de données de jurisprudence française. C'est-à-dire que nos concurrents qui sont là depuis 20 ans, on a déjà plus de décisions que eux dans notre base de données. Donc on a fait croître ce nombre de décisions extrêmement vite. Et aujourd'hui, donc nos clients, c'est principalement des avocats, des juristes d'entreprise, puisque donc, tous les avocats ne vont pas forcément au tribunal pour attaquer quelqu'un. La plupart du temps, en fait, les avocats, il y a beaucoup d'avocats qui en fait font du conseil juridique. Il n'y a pas que des avocats qui vont plaider. Donc il y a des juristes d'entreprise qui sont des avocats qui travaillent pour une entreprise exclusivement et qui sont à l'intérieur de l'entreprise, et des documentalistes qui, eux, font les recherches juridiques pour les avocats ou les juristes d'entreprise. Et donc on a aux alentours de 5000 sessions par jour sur notre site, voilà, pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Donc je vais vous parler de comment est-ce qu'on développe chez Doctrine. Donc moi, je m'occupe de la... Donc comme disait Augustin, je fais partie de la team produit. Et donc principalement, moi, je m'occupe personnellement du développement back-end principalement, mais aussi de l'administration des serveurs et aussi du chargement de certaines données. Donc je m'occupe aussi un peu de data, mais par contre, je ne fais pas de choses sophistiquées au sens mathématique au niveau de la data, je fais plutôt des aspects techniques. Donc déjà, alors, les technos qu'on utilise chez Doctrine, donc nous, notre back-end, c'est du Node.js, et on utilise Express, qui est relativement classique. On a une base de données PostgreSQL. Au niveau du front, on utilise AngularJS. Alors on est toujours sur la version 1, peut-être un jour on passera sur la version 2, mais bon, là on est sur le 1. Au niveau du chargement des données, de tout ce qui est machine learning et toutes ces choses-là, le langage de référence, c'est clairement le Python, et donc là on est en Python 3. Et au niveau du moteur de recherche lui-même, en fait, le logiciel qu'on utilise derrière, parce qu'on n'a pas tout reprogrammé à partir de zéro, que ça aurait été beaucoup trop long, on utilise Elasticsearch. Alors, il ne suffit pas de juste brancher Elasticsearch sur une base de données pour avoir un moteur de recherche. Il faut définir tout un ensemble de règles. En fait, il a fallu faire un travail au-dessus. Mais disons que le noyau dur du moteur de recherche, c'est ce logiciel qui s'appelle Elasticsearch, par-dessus lequel on a construit tout un tas de règles, toute une connaissance métier spécifique de la jurisprudence. On utilise également Redis, donc ça c'est une sorte de base de données pour stocker des données temporaires. Donc ça voilà, c'est un peu anecdotique, c'est pas le cœur de Doctrine, mais on utilise cette techno-là aussi. Et tout ce qui est la partie machine learning, c'est Sacha qui vous en parlera tout à l'heure, donc j'en parle pas là, mais il y a toute une partie machine learning. Ça c'est uniquement pour le produit en fait, mais pas pour la partie data. Donc chez nous, la priorité, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Donc, et la priorité numéro 1 pour la satisfaction de l'utilisateur, c'est en particulier la fiabilité. Donc l'idéal serait d'avoir zéro downtime, ne jamais être en panne, que le service fonctionne toujours. Même à 2 h du matin, l'avocat, s'il veut chercher sur Doctrine, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit rapide, il ne faut jamais couper le service. Alors évidemment, ça c'est l'objectif vers lequel on veut aller. Mais il y a quand même des coupures. Mais les ordres de grandeur, c'est toutes les 3 semaines, on va couper le service pendant 5 minutes à minuit un vendredi soir, quoi. Donc c'est en gros ça. L'idée, c'est que le reste du temps, ça va fonctionner. Donc ça, c'est la priorité. Et la deuxième chose hyper importante, et c'est ça qui nous démarque de nos concurrents, c'est qu'on a une ergonomie qui, bon, alors c'est un peu prétentieux, mais qui selon nous est bien meilleure. En tout cas, nos utilisateurs trouvent qu'elle est bien meilleure que celle de nos concurrents. Et donc là, en fait, samedi dernier, je voulais aller faire une capture d'écran d'un de nos concurrents, Dalloz, pour vous montrer la différence d'ergonomie avec Doctrine. Et malheureusement, quand je me suis connecté sur Dalloz avec mon mot de passe, j'ai eu droit à ce message-là. Donc, ce qui nous ramène en fait au premier point, qui est que le service ne doit pas être arrêté. Et en fait, pendant toute la journée de samedi, on ne peut pas utiliser notre concurrent Dalloz. Donc, du coup, je n'ai pas pu vous faire la capture d'écran que je voulais vous montrer. Mais ça montre que la fiabilité, c'est finalement primordial avant même le design, en fin de compte. Donc, voilà. La troisième chose importante, c'est d'optimiser notre temps. Parce que quand on est dans une start-up, on va avoir 15 000 idées, il y a des tas de choses qu'on doit faire. On doit vendre le produit, on doit lever des fonds, on doit faire l'administration des serveurs, on doit modifier le produit, on doit interviewer des utilisateurs pour savoir quels sont leurs besoins. Donc il y a des tas de choses à faire tout le temps. On doit aussi recruter, on doit trouver des locaux. Donc toutes ces choses-là, ça prend du temps. Donc il faut absolument optimiser notre temps. C'est la chose la plus importante dans une start-up, c'est d'optimiser notre temps. Et donc ça, c'est absolument critique. Et enfin, je l'ai mis en bas parce que finalement, ce n'est pas ça la priorité. On peut optimiser le coût des serveurs, mais finalement, on n'est pas
trop en train de se préoccuper de la question de l'optimisation du coût des serveurs. Alors déjà parce qu'on a obtenu des crédits pour utiliser AWS, mais aussi parce que finalement, une optimisation par exemple de 10% sur l'utilisation du CPU ou sur l'utilisation de la RAM, ça va être totalement négligeable par rapport au temps que cette optimisation va coûter, et notre temps est beaucoup plus précieux. Alors évidemment, si on divise par 100 l'utilisation des machines, ça vaut le coup. Mais la plupart du temps, on n'a pas de choses qu'on peut optimiser à ce point-là et qui font un tel changement. Donc disons que la plupart du temps, on essaye quand même d'optimiser notre temps avant tout. Alors, une règle qu'on a toujours, enfin quelque chose qu'on applique vraiment chez Doctrine, peut être résumé dans cette phrase qu'a dit Eric S. Raymond. Alors, je sais pas, est-ce que des gens savent qui est Eric S. Raymond? Ah, il n'est pas hyper connu, malheureusement. En fait, Eric S. Raymond, c'est le mec qui a déposé la marque open source, en fait. Et donc, c'est lui, en quelque sorte, qui a peut-être pas inventé le mot open source, parce que quand on dit quelqu'un a inventé quelque chose, très souvent, c'est pas lui, il a repris l'idée. Ça, c'est sûrement le cas aussi. Mais disons que c'est lui qui a popularisé le terme open source, en fait. Alors, bon, dans le monde de l'open source, il y a de grandes tendances. Il y a les gens qui disent qu'il faut dire free software avec Richard Stallman. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui disent qu'il faut dire open source et qui sont l'open source initiative. Et c'est ce mec-là qui est le mec le plus connu de ce groupe-là. Et il a écrit un livre célèbre dans le monde de l'open source encore, qui s'appelle La cathédrale et le bazar, dans lequel il décrit le fonctionnement du développement open source. Et donc il a dit une phrase qui est très intéressante, il a dit « Release early, release often and listen to your customers ». Et donc, alors souvent dans le monde de l'open source, on dit que les deux premières lignes, on ne dit pas « listen to your customers » parce que malheureusement souvent dans les projets open source, il n'y a pas de customers en fait. Mais en fait, la vraie phrase en entier, la vraie citation, c'est ça. Et donc ça peut résumer en fait la totalité de notre développement. Alors, Release Early, c'est quoi? Release Early, c'est ce qu'on a fait au début quand j'ai dit, au bout d'une semaine, on a mis en ligne une première version de Doctrine avec 10 000 décisions, c'était nul, le design était pourri. Moi, j'avais pas de compétences en design, j'avais fait ça à l'arrache comme ça. J'avais juste appris le minimum d'AngularJS pour pouvoir faire l'affichage dynamique des résultats. Et on a fait vite fait en une semaine une première version pour tester si l'idée allait intéresser les avocats. Et donc ça, c'est Release Early, c'est-à-dire l'idée de dire, on va dès le début sortir quelque chose que les gens peuvent tester. Et ils vont voir tout de suite si ça leur plaît. On va tout de suite pouvoir avoir un retour sur est-ce qu'on n'est pas en train de s'embarquer dans un projet qui rime à rien et dont tout le monde se fout en fait. Et ça, c'est le risque de partir sur quelque chose et de perdre notre temps à développer quelque chose pour lequel il n'y a pas de besoin. Donc ça, c'est Release Early. Bon, ça, c'était la première semaine de Doctrine. Et donc, par contre, plus intéressant, Release Often, ça, c'est l'idée que toutes les semaines, on met des choses en production. C'est-à-dire que si vous allez sur Doctrine une semaine, vous y retournez la semaine prochaine, vous verrez qu'il y a des changements. Et donc, on fait tout le temps des changements, on fait tout le temps des améliorations, on met tout le temps des nouvelles fonctionnalités en ligne. Là, par exemple, cette semaine, quand on est sur une décision, quand il y a dans les résultats de recherche, une décision de cour d'appel et qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation, et que la cour de cassation, par exemple, a cassé la décision, eh bien, ça va s'afficher pour la décision de cour d'appel directement. Attention, cette décision a été cassée par la cour de cassation. Et donc ça, par exemple, c'est une fonctionnalité qu'on a mise en ligne cette semaine. C'était avant-hier, on a mis en ligne cette fonctionnalité-là. Et donc la troisième chose qui est très importante, c'est Listen to your customers. Et là, en l'occurrence, quand j'ai mis cette fonctionnalité en ligne, on a envoyé des mails à tous les gens qui avaient suggéré cette fonctionnalité. Et ils ont pu répondre. Il y a une personne qui nous a répondu, c'est génial, on adore toutes les améliorations que vous faites dans votre outil, c'est vraiment une très bonne idée. Et donc, on a en permanence des retours utilisateurs. Et donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, comment est-ce que vous savez que vous êtes en train de développer quelque chose? Quand vous développez une nouvelle fonctionnalité, comment vous savez qu'en fait, ça sert vraiment à vos clients et qu'ils ne vont pas regarder ça en disant « Ouais, c'est joli, mais ça ne sert à rien, quoi ». Et donc, l'idée, c'est qu'il faut au maximum avoir d'interaction, avoir un maximum d'interaction avec vos utilisateurs. Et donc, Release Often and Listen to Our Customers, c'est l'idée que toutes les semaines, on met des choses en prod. En fait, on met plusieurs fois des choses en prod par semaine. En fait, on a une commande Update Prod, on a fait un script qui met en prod une nouvelle version et on le lance 4-5 fois par jour en réalité. Donc, on passe notre temps à mettre des nouvelles versions. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir le retour des utilisateurs. Et donc, comment on fait ça? Et donc, en fait, par exemple, une des manières de faire, c'est que quand vous êtes sur Doctrine, vous avez en permanence un chat avec lequel vous pouvez, via lequel vous pouvez communiquer avec les membres de Doctrine. Et donc, vous pouvez nous parler directement. Et donc, les utilisateurs utilisent ce système pour directement donner leur retour. Donc, il arrive parfois qu'on mette quelque chose en ligne et que dans les 5 minutes qui suivent, on ait déjà un retour utilisateur. Quelqu'un nous dit ça, c'est nul, ça, c'est pas pratique, vous avez bien fait d'améliorer ça. Les gens nous envoient des mails. On va également, toutes les semaines, appeler des utilisateurs pour leur demander leurs besoins, pour leur parler de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur leur outil, pour essayer de comprendre leurs pratiques et de comprendre comment on pourrait les aider à gagner du temps. Et donc, c'est grâce à ça qu'on sait qu'on va dans la bonne direction et que du coup, on peut gagner du temps, puisque le temps, c'est la ressource la plus précieuse quand vous êtes dans une startup. Et donc, il ne faut pas perdre le temps à développer des choses qui ne servent à rien pour vos utilisateurs.
Et donc, en particulier, puisqu'il faut optimiser le temps, il faut économiser le temps de développement. Et donc, quelque chose qu'on pourrait dire, c'est un peu un théorème fondamental. Alors, ce n'est pas vraiment un théorème au sens mathématique, puisque on ne peut pas faire une démonstration formelle, mais l'idée, c'est qu'empiriquement, on se rend compte de ça, en fait. C'est que tout ce que vous allez développer, le temps de maintenance va toujours finir par excéder le coût de développement initial. Donc, vous allez écrire un module, vous allez écrire une fonction, vous allez mettre, mettons, une demi-heure à la développer, vous allez la mettre en ligne, et puis là, il va y avoir des bugs. Et vous allez la débugger. Et donc, peut-être que vous allez passer un quart d'heure à la débugger. Et puis, 3 jours après, eh bien, il va y avoir un autre bug. Donc, il va falloir passer à nouveau un quart d'heure à la débugger, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est que le temps à long terme, si on fait la somme du temps à long terme que vous allez passer à débugger et à modifier la fonction, ça va systématiquement, en pratique, dépasser le temps que vous avez mis à la développer la première fois. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, vous passez votre temps à faire de la maintenance. C'est ça qu'il faut... Alors, de la maintenance au sens large, c'est-à-dire de la maintenance, de l'amélioration. Mais en fait, vous passez votre temps à modifier le code que vous avez écrit plus qu'à écrire du code nouveau. Donc en fait, il faut optimiser l'efficacité qu'on a à maintenir le code existant. Et ça, c'est hyper important. Donc l'idée de dire, ah bah, ça, on l'a écrit, on l'a mis en ligne. Bon, bah, d'accord, on ne sait pas trop si c'était utile, mais maintenant que c'est fait, ça ne coûte rien. En fait, c'est totalement faux ce raisonnement, parce qu'en fait, ça va vous coûter du temps. Vous allez vous rendre compte d'un bug, ça va être compliqué, vous allez devoir regarder, vous allez devoir tester tous les cas, essayer de reproduire le bug. Et là, ça y est, vous perdez du temps. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez quelque chose en ligne, ça va vous coûter de la maintenance. Et donc ça, il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est la chose hyper importante. Et donc, un corollaire de ça qui est évident, c'est que tout ce qui est inutile, il faut le supprimer. Puisque si vous avez quelque chose qui ne sert à rien, ça va vous coûter de la maintenance. Et donc, vous allez perdre votre temps. Et ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, ce n'est pas forcément parce qu'il va y avoir des défaillances que vous allez devoir faire de la maintenance. Ça peut être, par exemple, parce que vous avez écrit une fonction et elle est utilisée elle utilise une fonction générique qui est utilisée à plusieurs endroits. Et en fait, vous allez vouloir, par exemple, changer la signature de cette fonction-là. Vous allez vouloir rajouter un argument. Du coup, vous allez devoir modifier tous les endroits où la fonction est appelée. Et donc, par exemple, si il y a 4 endroits où la fonction est appelée, et parmi ces 4 trucs, il y a une fonction qui en fait ne sert plus à rien, bah, du coup, vous allez perdre un quart de votre temps à adapter l'appel à cette fonction, alors qu'en fait, le code initial, le code qui appelle la fonction, lui, ne sert plus à rien. Et donc, en ne supprimant pas ce fichier, en fait, vous allez perdre du temps au moment où vous allez refactorer votre code, par exemple. Donc, ça, c'est l'idée de jeter le code inutile. Donc, jeter le code inutile, ça veut aussi dire, parfois, jeter des fonctionnalités qui ne sont quasiment pas utilisées sur le site. Donc, il y a des choses qu'on a mises à une époque quand on cherchait de la jurisprudence. Avant même les résultats de recherche, il y avait un graphique qui vous montrait combien il y avait de procès qui étaient faits sur cette thématique-là au cours du temps. Donc c'était très joli, c'était très cool, il y avait des couleurs, c'était dynamique, c'était vachement sympa comme truc. Mais en fait, les utilisateurs, la plupart du temps, en fait, disaient bah ouais, mais en fait, en vrai, ça sert à rien, quoi. C'est super cool, ça fait tech. Il y a des courbes qui s'affichent en temps réel. À chaque lettre qu'on appuie, clac, 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 les courbes, elles se calculent. C'est génial, c'est une démonstration technologique vachement bien, mais en fait, ça ne nous sert à rien pour notre vie avocat. Et du coup, pour nous, c'était un coût de développement, de maintenance, de calcul sur les serveurs, etc. Et donc, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. On a complètement supprimé cette fonctionnalité, par exemple. Alors que ça avait été un gros truc à développer. Et donc, en particulier, il ne faut pas se faire avoir par ce qu'on peut appeler l'argument fallacieux du Concorde. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le crash du Concorde à une époque. Et plus personne ne voulait monter dans le Concorde suite au crash. Et donc, les gens qui avaient conçu le Concorde, qui avaient fait l'investissement et tout ça, disaient oui, mais on a investi tellement d'argent là-dedans qu'on ne peut pas arrêter maintenant, sinon tout cet investissement serait gaspillé. Sauf qu'en fait, la bonne question, c'est pas ça. La bonne question, c'est quel est l'investissement que vous allez encore devoir faire à l'avenir et qu'est-ce que ça va vous rapporter à l'avenir. Et donc, en fait, il faut accepter l'idée que parfois, vous avez travaillé pour rien, mais en supprimant quelque chose, vous allez éviter de travailler encore plus pour rien. C'est ça le point. Voilà. Donc, alors là, je dis des choses un peu générales. Maintenant, on va rentrer plus dans les choses un peu plus techniques. Alors, il y a différentes écoles au niveau de la documentation du code. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut écrire... Alors, il y a la vision extrême qui est qu'il faut écrire toute la documentation du code et toute la spécification avant même d'écrire la première ligne de code. Donc ça, c'est un peu la vision génie logiciel qu'on aurait dans les grosses entreprises. Les gens qui font du Java, par exemple, aiment beaucoup ce genre de trucs, qui font des diagrammes des diagrammes avec les fonctions, les classes et tout ça. Et ils codent à la fin une fois qu'ils ont tout bien spécifié. Alors ça, on ne peut pas faire ça en startup parce que vous ne savez jamais ce que vous allez développer une semaine après parce que ça varie tout le temps. Donc c'est impossible. Alors ça, c'est l'extrême. Après, il y aurait l'idée de dire est-ce qu'il faut documenter, il faut écrire une documentation de toutes les fonctions qu'on a. Alors le problème, souvent, on a essayé de faire ça au début, mais le problème, c'est qu'on ne pense jamais à maintenir la doc et en fait, la doc, elle devenait obsolète. Et donc finalement, la solution vers laquelle on a convergé, c'est qu'on fait quelque chose de ultra minimaliste, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on écrit une fonction, on écrit un petit commentaire au début, disant ce que la fonction fait, quels arguments elle prend et ce qu'elle retourne. Mais finalement, on ne fait pas plus que ça. C'est une forme minimaliste de documentation, mais on ne va jamais aller écrire une documentation dans des fichiers README séparés, on ne va pas aller écrire une documentation encore moins en HTML ou avec un langage spécial pour écrire la doc. Parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. Mais il faut quand même documenter un minimum, parce que sinon, on ne sait pas ce que les fonctions font, et c'est quand même important.
Donc voilà, donc on fait au minimum. Et une astuce qu'on utilise souvent, c'est que les noms des fonctions ou les noms des variables, si on les a nommés clairement, il n'y a presque pas besoin de les documenter puisqu'on comprend tout de suite ce que ça fait. Si votre fonction s'appelle text to HTML, vous comprenez que ça transforme du texte en HTML. Si vous l'avez appelé, F ou G, là vous êtes obligé de mettre de la documentation. Donc vous perdez du temps à documenter, alors que finalement un nom de fonction claire pouvait remplir le même but. Donc ça voilà, ça c'est disons que c'est le compromis qu'on a fait entre une documentation complète et ne jamais mettre de commentaires qui serait pas bon non plus, quoi. Alors une chose importante aussi, c'est que souvent en tant que développeur, on a tendance à vouloir faire des choses génériques, faire des modules, faire des classes, peut-être de manière un peu exagérée. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, alors je vous ai montré Doctrine tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des filtres à gauche, on pouvait cocher cours de cassation, on pouvait filtrer par juridiction, on pouvait filtrer par publication au bulletin, on peut filtrer par domaine du droit et également par solution, c'est-à-dire la décision qu'a pris le juge. Et en fait, évidemment, ces 4 sections, elles partagent une certaine logique. On peut cocher les cases, ça se déroule quand on coche une case, enfin toutes ces choses-là. Et donc l'idée, c'est, est-ce qu'on développe un mécanisme générique de cases à cocher, en fait, qu'on appelle de facettes, ces filtres qui sont à gauche. Est-ce qu'on développe ça, ou est-ce qu'on fait un truc complètement ad hoc qui est spécifique de la juridiction, de la publication au bulletin, enfin de chacune des sections. Et donc l'idée, c'est que en fait, je pense que le bon compromis, c'est de faire quelque chose qui n'est pas générique. Au début, vous ne faites jamais quelque chose de générique. Et si vous vous rendez compte que vous vous en resservez une deuxième fois, là, vous le rendez générique. Parce qu'en fait, par exemple, pour les juridictions, c'est le code qui est là en bas, Find Jurisdiction Inquiry. Eh bien, en fait, les juridictions ont une particularité, c'est que vous pouvez taper par exemple cours de cassation dans la barre de recherche et ça coche automatiquement la juridiction. Et donc il y a une espèce d'interaction entre la barre de recherche et des cases à cocher. Et du coup, ça fait que les juridictions, c'est un peu un cas particulier. Et donc là, par exemple, on n'a pas du tout généralisé le truc, on l'a laissé comme un cas particulier. Par contre, les 3 autres trucs, eux, ils suivent le même pattern et donc on a généralisé. Mais en fait, on l'a pas généralisé dès le début. On l'a généralisé au moment où on s'est rendu compte qu'on voulait se resservir de la même chose. Et donc l'idée, c'est que c'est très bien les modules génériques, c'est très bien tout ce qui est générique, mais le problème, c'est qu'en fait, ça se trouve, il n'y aura jamais qu'un seul cas particulier que vous utiliserez, et ça se trouve, vous allez même supprimer la fonctionnalité parce que vous allez vous rendre compte qu'elle ne sert à rien, et donc vous aurez développé un truc générique pour un cas particulier qui peut-être même va disparaître. Donc il faut éviter d'avoir ce biais de faire toujours de vouloir faire du trop générique alors qu'il n'y a pas besoin et que vous allez juste perdre du temps. Aussi, quelque chose à éviter, c'est d'éviter de faire du code hyper astucieux. Vous allez vous dire, ouais, c'est le boss du JS, c'est le boss du C qui a fait ça, mais qui sera tellement difficile à comprendre que la personne qui va le lire va perdre un quart d'heure à le faire. Alors, vous connaissez tous la fonction strcpy qui permet de copier une chaîne dans une autre. En fait, cette fonction peut être implémentée de cette manière-là. Cette implémentation fonctionne. Alors bon, d'accord, elle ne vérifie pas la spécification officielle de la fonction parce qu'elle retourne void, alors qu'elle devrait retourner un int normalement, mais non, elle devrait retourner char étoile, pardon. Mais l'idée, c'est que si vous voulez faire une fonction qui copie une chaîne dans une autre, en fait, vous pouvez l'écrire de cette manière-là. Et ça marche vraiment, hein, vous pouvez le tester. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a marqué while étoile dst plus? Et en fait, si vous y réfléchissez, ça marche. Et quelqu'un qui va relire ça, il va devoir se prendre la tête pour comprendre ce que vous avez fait. Et donc, vous avez passé, oui. Oui, ça vous savez comprendre. Oui, vous comprenez. Je pense que vous comprenez le code qui est là, bien sûr. Oui, mais le point ici, c'est que l'idée, c'est pas le point, c'est pas que vous comprendriez pas le code qui est écrit là. Le point, c'est que c'est qu'il faut pas abuser de faire des choses. Il faut pas abuser des choses qui sont très très belles techniquement, mais qui vont être difficiles à comprendre juste parce que on vous dit le mec c'est un boss qui a fait ça, mais si ça fait perdre du temps à la personne qui le relit, c'est une perte de temps au final en coût de maintenance. Bon, on va passer sur la suite. Donc, quelque chose d'hyper important, c'est au niveau de l'optimisation des performances. Si vous optimisez les performances de votre application, vous allez vous poser la question souvent quand vous écrivez un algorithme, est-ce que je dois l'optimiser directement? Est-ce que telle version est plus efficace que telle autre version? Donc vous avez le choix entre un algorithme qui a l'air d'être rapide d'un point de vue théorique et un algorithme qui a l'air moins rapide. Mais en fait, très souvent, vous allez avoir une intuition fausse sur qu'est-ce qui est vraiment performant ou pas. Et en fait, quand vous faites une application, que vous mettez en prod, en fait, vous allez avoir donc des centaines d'appels à la base de données, des centaines de fonctions JavaScript différentes. Et en fait, si vous réfléchissez de manière théorique en vous disant ça doit sûrement être très coûteux, ça doit sûrement être très peu coûteux,
en fait, vous allez très souvent vous planter et votre intuition va être fausse. Et en fait, vous n'allez pas vous rendre compte qu'en fait, il y a peut-être telle fonction qui a l'air absolument triviale, mais qui en fait représente la majorité de votre coût de calcul. Et donc, comment on fait pour éviter ce problème? Eh bien, il faut mesurer les performances de manière effective. Et donc ça, par exemple, c'est le dashboard qu'on a sur AWS de la totalité de notre infrastructure, qui nous permet de suivre l'utilisation du CPU, de la RAM, etc. Et donc là ça c'est un outil pour se rendre compte de s'il y a un problème quelque part, un problème majeur, c'est-à-dire que vous remarquez une utilisation anormale du CPU à un endroit. Bon, alors ça c'est vraiment si vraiment il y a une grosse erreur, que vous allez vous rendre compte qu'il y a un pic ou quelque chose comme ça. De manière plus fine au quotidien, ce qu'on regarde, alors pour nous c'est hyper important que le moteur de recherche soit rapide, et donc en fait on a un dashboard par exemple ici pour mesurer le temps en moyenne que mettent les recherches que font les utilisateurs sur Doctrine. Et donc là on utilise cet outil qui s'appelle Metabase, en fait c'est un outil pour faire des requêtes SQL et les afficher automatiquement sous forme de graphique comme ça. Et donc là par exemple on monitor, donc là chaque point c'est un jour, et donc là c'est la performance moyenne du search, et donc là on est autour de 100 millisecondes, donc ça c'est le temps de calcul pour faire une recherche qui est autour de 100 millisecondes. Et donc ça, c'est pour vérifier qu'on n'a pas de problème de performance. Donc là, par exemple, on avait mis une machine qui était moins performante avec un CPU qui n'était pas terrible en service, puis on l'a changé, on a mis une machine plus rapide, donc on est revenu à des performances plus élevées. Également, on mesure quelles sont les opérations dans notre application qui coûtent le plus de temps. Et donc là, on a par exemple, ça c'est le système de recherche principal, mais on a également par exemple des choses comme le calcul des décisions similaires que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré une décision de justice. Et donc là, on peut remarquer que le coût de calcul des décisions similaires, c'est 11%. Et donc ça, on le fait, on fait toutes ces mesures, et donc l'application en permanence compte les temps de calcul de chacune de ces opérations-là pour qu'on se rende compte où est-ce qu'il y a besoin d'optimiser. Et en fait, dans une version précédente, quand j'ai mis en place ces mesures, le calcul des décisions similaires en fait prenait la moitié du temps de calcul. Et on s'est dit mais c'est absolument excessif alors que c'est une fonctionnalité secondaire en quelque sorte. Et donc on a cherché à l'optimiser et depuis on l'a réduit à seulement 10%. Et donc ça on n'aurait jamais pu le faire si on n'avait pas fait ces mesures. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais eu l'intuition de se dire ce qui est coûteux dans notre application c'est le calcul des décisions similaires. On aurait pensé que c'était la recherche principale et certainement pas cette partie-là. Donc l'idée c'est qu'il faut mesurer en pratique. Quelque chose qui est hyper important quand vous mettez une application en prod et que vous allez devoir faire la maintenance de l'infrastructure, c'est d'éviter toute complexité inutile, puisque toute complexité, c'est du temps de maintenance encore en plus et du temps d'administration, etc. Et une plus grande complexité de développement. Donc par exemple, il y a des choses qu'on avait complexifiées au niveau de notre infrastructure et qu'on a supprimées. Et on est revenu à une structure plus simple. Donc, par exemple, on avait au début un réplica à un moment, on s'est dit on va mettre un réplica de notre base de données. Donc, on a notre base de données normale en lecture-écriture et on a une copie de la base de données accessible en lecture uniquement, sur laquelle on pourrait faire certaines des lectures quand il n'y a pas besoin d'écrire. Comme ça, on n'utilise pas la base de données principale. Et donc, on avait pour toutes les opérations choisi si elles se faisaient sur une base de données ou l'autre. Du coup, c'était plus compliqué au niveau de l'application parce qu'il fallait faire ces choix-là à chaque fois. Mais finalement, ça valait pas le coup en termes de performance et de complexité. Donc là, on a supprimé cette complexité et on est revenu à une base de données principale en lecture-écriture. De même, à une époque, on avait une application, on avait un back-end pour la partie requête Ajax et un back-end pour la partie servir les fichiers HTML et les fichiers statiques séparés. Ça, on a rollback, on est revenu à une seule et unique application. Aujourd'hui, on a un repository Git avec notre application où il y a à la fois le back-end qui sert les requêtes Ajax et le back-end qui sert les fichiers HTML, les images, les fichiers JS, etc. Également, on a fait en sorte d'avoir le moins de langages de programmation différents possible. On a actuellement du Ruby, on a du Python pour la partie chargement des données et on a du Node.js pour le back. Et à une époque, on avait aussi du Ruby on Rails, donc on avait plusieurs, on avait un module, une partie en Ruby on Rails, une partie en Node.js, et donc on a simplifié tout ça. On avait également une réplication de Redis qu'on a coupée. Par contre, parfois, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'augmenter la complexité. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Et donc, par exemple, le fait d'utiliser Redis, c'est pas obligé. Vous pouvez très bien concevoir une application web sans utiliser Redis du tout, et en lisant tout depuis la base de données. Mais il y a un moment où on s'est dit, bah voilà, il y a pas mal de choses qui seraient beaucoup plus efficaces à faire si on utilisait Redis. Et quand on a eu une dizaine de choses pour lesquelles on s'est dit, ah oui, là, on s'est débrouillé avec la base de données, mais si on avait Redis, ça aurait été plus efficace. Et une fois qu'on est arrivé à avoir une dizaine de choses pour lesquelles il y aurait vraiment un gain significatif, on a décidé que ça valait le coup d'installer Redis. Et à ce moment-là, on a fait l'installation et on a fait cette installation parce qu'on s'est dit que ça valait le coup d'avoir un système pour gérer les données temporaires. Et alors qu'avant, finalement, c'était superflu, on pouvait se contenter de notre base de données. Attends, pourquoi il y a...
juste débrancher pour que ça reparte. Débrancher le... Bon. Et donc on a augmenté la complexité de notre infrastructure, mais c'est parce qu'on avait, il y avait un besoin avéré. Également, on a dupliqué la totalité de notre infrastructure pour la partie développement. Donc on a une base de données dev et une base de données prod, de même pour Redis, Elasticsearch et tous les services comme ça. On a également 2 machines de prod pour Node.js pour pouvoir mettre en prod sans couper le service. On utilise des tests unitaires, donc on a peut-être 300-400 tests unitaires qui sont exécutés avant chaque mise en prod, de façon à vérifier qu'on ne casse rien quand on fait des modifications. Donc c'est des tests unitaires de l'API Ajax, en fait, principalement. Je sais que K42, vous avez la Norminet qui vous fournit une norme pour la programmation en C. Nous, on a également des guidelines pour quand on programme. Alors nous, c'est du JS, mais ça revient un peu au même. On a des guidelines. Et donc, on a des règles qui sont obligatoires. Par exemple, le fait que l'indentation doit être correcte. On ne peut pas mettre en prod une version si l'indentation n'est pas correcte. Donc ça, c'est une guideline obligatoire. Le fait qu'on crée des variables qui ne sont pas utilisées, qu'on charge des modules inutilisés aussi. Par contre, on a des guidelines qui sont facultatives, qui vont juste s'afficher comme celle-ci sous forme de warning dans l'éditeur, mais on n'impose pas on n'impose pas la vérification de ces guidelines. Donc, si jamais c'est pas respecté, la version elle peut passer en prod quand même. C'est juste des conseils qu'on affiche. Donc, c'est des guidelines en quelque sorte facultatives par rapport aux guidelines obligatoires. Donc, on a ces 2 niveaux-là, et donc il y a un outil là, qui est en l'occurrence ESLint qui nous permet de choisir quelles règles sont obligatoires, quelles règles sont facultatives. Les process qu'on utilise principalement en dehors du code lui-même, donc on utilise la méthodologie Scrum pour travailler. On utilise le logiciel Trello qui nous permet d'avoir une vision des tâches à faire, de si elles sont en train d'être faites, si elles sont faites. Donc ça, c'est pour organiser, c'est une sorte de to-do list améliorée, on peut dire. Donc on utilise Trello. Et très important, on note dans un wiki en fait des release notes. Donc à chaque fois qu'on fait des modifications majeures, en particulier des modifications qui seraient de nature à modifier le comportement de l'utilisateur et qui du coup sont importantes à connaître quand on regarde les statistiques du comportement utilisateur, statistiques d'utilisation de telle ou telle fonctionnalité, statistiques d'utilisation, statistiques de conversion au sign-up, à l'inscription, au paiement, etc. Et donc toutes ces choses-là qu'on a besoin d'analyser dans les stats utilisateurs, pour les interpréter, il faut savoir quand est-ce qu'on a fait des modifications sur le produit et donc d'où les release notes. Par contre, il n'y a pas besoin de marquer dans les release notes j'ai corrigé un bug dans tel cas particulier, donc ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui change vraiment, qui peut changer le comportement de l'utilisateur vis-à-vis du produit par la suite. Un truc qui est très important aussi quand vous allez mettre une application en prod, c'est tout ce qui est les risques de sécurité. Et donc en particulier, les risques les plus importants qu'on a gérés sont résumés ici. Donc alors évidemment, il y a le truc hyper bateau qui est l'SQL injection. Ça c'est vraiment le truc classique qui est que vous connaissez déjà et qui est vraiment ça c'est vraiment un vieux truc comme type d'attaque. Donc bon, la solution elle est connue depuis hyper longtemps. Il faut tout simplement pas concaténer les paramètres utilisateurs directement dans les chaînes et utiliser des paramètres comme ici. Donc ça c'est tellement classique comme attaque que tout le monde le sait et que plus personne ne fait l'erreur, en gros. Par contre, il y a des choses beaucoup plus subtiles, comme les attaques CSRF, par exemple, Cross-Site Request Forgery, qui sont basées sur le fait que quand vous mettez un formulaire sur un site, rien n'impose, quand vous mettez forme action égale, que la destination de l'action soit sur le même site que là où il y a le formulaire. C'est-à-dire qu'un pirate pourrait très bien faire un site sur lequel il y a un formulaire, et quand vous voyez le formulaire sur le site du pirate, en fait, ça exécute une action sur un autre site. Et donc, ça exécute une action en votre nom, avec votre login à vous, sur un site. Donc, par exemple, ça ferait une action grave comme détruire votre compte. Et donc, si on avait cette attaque-là, ça voudrait dire, par exemple, qu'un pirate pourrait mettre sur son site un script qui détruirait le compte Doctrine de la personne qui y va. Donc ça, c'est une attaque CSRF. Et donc, pour éviter ça, en fait, on a complètement banni l'utilisation de forme action égale post. On ne fait aucun formulaire en post et on utilise une API entièrement à Ajax JSON. Et quand on voit que le content type des requêtes, c'est le format post traditionnel, on rejette tout simplement les requêtes. Et donc, c'est comme ça qu'on évite complètement ce problème-là. Si en fait, on veut autoriser les formulaires avec forme action égale post, il faut utiliser ce qu'on appelle des tokens anti-CSRF, c'est-à-dire une espèce de code qui est mis dans le formulaire, qui est généré par le serveur, qui permet de s'assurer que l'utilisateur est bien en train de valider un formulaire qui a été généré par le serveur à la base. Mais du coup, c'est assez compliqué. Enfin, c'est plus compliqué à gérer que juste passer à un truc moderne qui est du Ajax JSON. Par ailleurs, pour les sessions, on utilise un mécanisme assez classique qui est d'avoir le session ID sur la machine du client. Et donc, le session ID, c'est une chaîne aléatoire qui est générée la première fois qu'il vient sur le site et qui est de haute qualité cryptographique pour pas qu'on puisse la deviner en brute force. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de savoir que l'utilisateur est logué.
Donc l'utilisateur, il a un session ID. On sait que ce session ID est logué en tant que tel utilisateur. Et par ailleurs, pour avoir une double sécurité, le session ID qui est mis dans un cookie, donc sur la machine de l'utilisateur, le cookie est lui-même numériquement signé, ce qui fait que s'il essaye de changer son session ID, la signature numérique ne sera pas valable. Et donc on verra que c'est un session ID trafiqué. Et quand bien même il arriverait à faire ça, il faudrait qu'il devine un session ID d'un autre utilisateur, ce qui est extrêmement difficile étant donné le fait que c'est de l'aléatoire de qualité cryptographique. Par ailleurs, pour les mots de passe, on les stocke en utilisant Bcrypt. N'utilisez jamais SHA ou MD5 pour stocker des mots de passe, puisque ce sont des algorithmes qui sont faits pour hacher des fichiers, mais qui sont du coup très efficaces, mais trop efficaces justement quand il s'agit de mots de passe, puisque du coup ça veut dire qu'on peut les brute forcer facilement. Et donc la seule chose fiable à utiliser, c'est un algorithme comme Bcrypt qui a été fait spécifiquement pour hacher des mots de passe. Et enfin, un dernier risque qu'il faut prendre en compte, c'est les attaques XSS, et en particulier une manière dont on pourrait utiliser les attaques XSS sur Doctrine, mais qu'on a géré, c'est si le pirate envoie à un utilisateur légitime un lien Doctrine où il y a, par exemple, quand l'utilisateur fait une recherche sur Doctrine, ça marque dans l'URL Q égale, et là, il y a la recherche qu'a fait l'utilisateur. Et si j'envoie cette URL à quelqu'un d'autre, ça lui permet d'accéder au même résultat de recherche. Et donc une XSS, par exemple, consisterait à envoyer à quelqu'un un lien Doctrine où, dans l'URL, le Q égale contient un bout de code JavaScript qui, du coup, si on n'avait pas fait attention, pourrait être exécuté par notre application parce que du coup, il serait inséré, par exemple, dans la barre de recherche. Et là, il y aurait marqué en fait script quelque chose et tac, ça s'exécuterait sur la machine de la personne. Et par exemple, dans ce bout de code de JavaScript, il y aurait un truc qui envoie son session ID à la machine du pirate qui lui permet ensuite de prendre le contrôle du compte de l'utilisateur. Donc ça, c'est des attaques XSS. Et là où il faut faire particulièrement attention, c'est que quand vous insérez dans du code HTML, vous avez du code HTML qui est généré dynamiquement, dans lequel vous mettez par exemple une variable, var x égale, et là, le contenu de la variable est généré par le serveur et dépend d'un input utilisateur. Quand vous avez une situation comme ça, il y a la possibilité que cet input contienne des choses qui sont invalides en termes de chaîne JS et qui du coup feraient la fin de la chaîne. Donc là, c'est relativement facile, il suffit d'échapper la chaîne. Donc s'il y a une apostrophe, ça va marquer backslash apostrophe. Ça paraît simple. Mais par contre, il y a un autre truc piège, c'est qu'en fait, si dedans il y a marqué slash script, et même si on est dans la chaîne, eh bien, ça va sortir du code JavaScript, et donc vous pouvez ouvrir un autre script. Donc en fait, typiquement, c'est le cas où vous avez une balise script dans un document HTML, vous mettez var x égale, ouvrez les guillemets, slash script. Et en fait, là, c'est le moteur HTML qui va interpréter slash script, alors même que c'est entre guillemets. Ça, il s'en fout parce que le moteur HTML, il s'exécute avant le parseur JavaScript dans un navigateur. Et donc, du coup, là, ça permet de faire une attaque XSS, d'utiliser ça. Donc ça, il faut faire particulièrement attention parce que c'est des choses un peu moins évidentes que les attaques vraiment qui existent depuis 20 ans, comme les SQL injection. En gros, tout le monde connaît leur résistance et donc c'est facile de s'en prémunir. Donc on va passer à la partie maintenant machine learning que Sacha va vous présenter. Et à la fin de l'exposé de Sacha, il y aura une séance de questions. Vous pourrez nous poser des questions. Vous pourrez nous poser des questions à tous les trois. Également Augustin qui pourra répondre aux questions puisqu'il lui s'occupe plutôt du développement front-end. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, il pourra également y répondre. Mais pour l'instant, je vais laisser la main à Sacha pour sa partie à lui. Donc, remarque, si vous voulez poser des questions en attendant... Ah non, c'est bon, ok, bon. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Déjà, merci d'être là aussi nombreux, on est assez contents. Merci également aux gens qui sont sur cette... Donc, il y a le logo Doctrine, on ne va pas nous remercier. Il y a 40... Oula, on ne le voit pas comme c'est noir. Il y a 42 entrepreneurs qu'on remercie de nous avoir invités pour avoir une petite conférence avec vous aujourd'hui. Il y a également le gouvernement français qui est là-bas, puisque Doctrine a été sélectionné pour participer aux journées IA. Vous m'entendez là ou... Merci. Pour participer aux journées IA qui se tiennent entre aujourd'hui et vendredi, donc une sorte de conférence qui se déroule sur 3 jours et dont celle d'aujourd'hui fait partie. Alors avec Raph, dont je prends le relais là, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on maintient surtout un projet tech. Donc comment est-ce que dans la vraie vie ça se passe. Là aujourd'hui, ce qu'on va voir donc avec ma partie, c'est plus comment est-ce qu'un projet tech peut accueillir une partie machine learning et aussi pourquoi. Donc est-ce que tous les projets tech peuvent marcher avec du machine learning? Pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que c'est parce qu'on en entend parler? La réponse est non. Donc juste pour avoir une idée là, qui est déjà un peu familier avec le machine learning ici? Ok, cool. Qui a déjà testé un peu des algos, donc pas juste entendu parler, mais essayer de jouer avec? Ok, bon, cool. Alors, ce qu'on va faire là, c'est
En gros, ça peut se résumer en 2 points. Il y a un premier point où je vais essayer de m'attaquer au concept. Il y aura moins d'équations que dans la presse de RAF, paradoxalement, mais on va essayer juste de bien définir les choses, de bien comprendre de quoi on parle, pour que quand les gens partent de cette presse, c'est l'objectif, vous avez tous une définition claire, donc en 3 mots max, de ce que c'est le machine learning. Et il y a une partie plus applicative où on va avoir plus d'images, ça va être plus simple, et on va voir un petit peu comment est-ce que nous, on a appliqué le machine learning dans notre cas précis. Et on pourra généraliser, donc voir aussi d'autres exemples de cas où le machine learning vient compléter des gros projets dev. Donc rapidement, je vais me présenter. Donc moi, je suis Sacha. J'ai une formation d'ingénieur à la base, qui me suis spécialisé petit à petit en mathématiques appliquées. Et quand on est ingénieur en mathématiques appliquées, on fait un petit peu comme vous à 42, on fait des projets à gauche à droite pour voir finalement qu'est-ce qui nous plaît. Et moi, ce qui m'a fait le plus marrer, c'était des projets de data science, machine learning. Ce qui fait qu'en dernière année, en parallèle de ma dernière année d'ingénieur, j'ai fait aussi un master de machine learning pour apprendre toute la partie théorique qui est derrière, parce qu'il y en a, mais surtout pour faire des projets cool et continuer à en faire. Donc j'ai fait ça, et aujourd'hui, je suis Chief Science Officer à Doctrine. En soi, il y a 2 volets à cette activité-là. Il y en a une qui est de chapeauter, être un peu responsable de tous les projets de Doctrine qui font intervenir du machine learning. Et de l'autre côté, il y a la partie nourrir un petit peu et contrôler les process de recherche. Parce qu'on est très actif au sein de Doctrine en interne en recherche. Donc, toutes les semaines, on fait des mini-conférences entre nous, on présente des papiers, on discute. Donc, il y a une partie lire des papiers et comprendre, et aussi une partie les implémenter, qui est plutôt la partie cool de ce job-là. Donc là, on va voir la première partie, qui est, comme j'ai dit, essayer de voir quels sont les concepts qui sont derrière le machine learning, comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça. Alors déjà, une première question qu'on peut se poser, vu que globalement, il y a beaucoup de gens qui connaissaient le machine learning là, donc c'est cool, parce que ça démocratise un concept qui est très important, mais ça a aussi des inconvénients qui fait que finalement, on entend parfois des gens dire un peu tout et n'importe quoi. Et une question un petit peu légitime, c'est est-ce qu'ils en font pas un peu trop ? Est-ce que le machine learning, c'est quelque chose de concret, de solide, ou est-ce que finalement, c'est pas un peu une hype, une bulle ? Donc on va voir ça en fait avec le fait qu'il y a globalement 2 manières de parler du machine learning. Alors, il y a une première manière qui est des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux, qui essaient de chausser des lunettes noires, de saupoudrer tout leur discours de buzzwords, donc de mots que personne ne comprend, pas même eux-mêmes, et de finalement pas aller très loin. Donc, mon discours est un peu biaisé. Il y a une autre approche qui est de ne pas se prendre au sérieux, d'arriver en essayant cependant d'être rigoureux, donc scientifique. C'est un chat scientifique, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est l'approche qu'on va aborder ce soir. C'est la seule animation de cette presse, pardon, mais j'avais envie d'en faire une. Et globalement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on va parler de machine learning ce soir ? On ne va pas se prendre au sérieux, on va poser les choses gentiment, mais on va être rigoureux et ambitieux. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on va parler de machine learning ce soir. Maintenant, il y a une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on va en parler ? Et surtout, pourquoi à vous ? En fait, une question, que vous pouvez vous poser, c'est vous êtes à 42, vous savez coder, vous savez faire en une ligne de code un truc qui copie un string d'une autre. Pourquoi est-ce que vous aurez besoin d'apprendre autre chose que ça ? Après tout, c'est une question légitime. On peut résumer ça en 3 points. Globalement, dans la vraie vie, donc sur le marché du travail, il y a 3 types de compétences qu'on va pouvoir attendre d'un élève de 42 et même de quelqu'un en gros qui est un peu chaud dans la tech, comme vous. Donc il y a les hacking skills qui sont résumés avec la ligne de code que Raph vous a montré, ligne de code que je n'ai évidemment pas comprise. Il y a le subject expertise, donc c'est un truc un peu plus propre à un domaine. Donc c'est par exemple le fait de s'y connaître dans un domaine. Donc, par exemple dans l'aéronautique, c'est le fait de savoir que il y a des interactions fluides solides auprès des ailes d'un avion, c'est très sympa, mais dans notre cadre, c'est le fait de savoir ce qu'est la cour de cassation dont Raph a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le fait d'être expert dans un domaine. Et il y a le côté bagage mathématique. Donc là, c'est pas le fait de savoir écrire des équations, faire des intégrales ou des choses assez exotiques. Non, c'est plus, est-ce que dans votre propos, vous allez être capable de comprendre les concepts qui interviennent quand on parle de convergence d'un algo, quand on parle de pas d'apprentissage ou autre. Est-ce que vous maîtrisez votre sujet ? Donc, on peut essayer de se balader sur ces zones-là. Donc, on va donner des noms. Ici, en fait, on est sur ce qu'on appelle un peu la recherche traditionnelle. Donc, en gros, des chercheurs qui aiment faire des maths et qui se sont spécialisés dans un domaine. Très bien, on ne va pas en parler ce soir.
Là, c'est tentant. Là, c'est la zone où vous pouvez vous balader si vous faites pas trop gaffe. C'est une zone où vous êtes très très bon en code et où vous dites ah mais ça me fait vraiment marrer l'aéronautique, je vais apprendre des trucs et là je vais être super bon. Attention, parce que ce qui peut se passer là, c'est que vous pouvez être tenté en fait de vous croire en fait maître de ce qui se passe, maître de vos modèles mathématiques. Donc vous allez faire un tour sur Stack Overflow, vous allez trouver un algo de machine learning qui en 2 lignes fait déjà un truc sympa. Et vous allez pouvoir envelopper ça en plus avec un discours où vous allez parler de couches limites, d'écoulement fluide, machin. En face de vous, personne ne pourra vous tester. Vous serez là, les gens ne vont pas vous remettre en question. Et quand vous ferez des erreurs, ni vous, ni eux, et vous c'est plus grave, ne comprendrez que vous êtes en train de faire une erreur. Ça c'est dangereux. Et évidemment, il y a l'intersection dont Raph parlait, Augustin parlait aussi, entre les maths et le dev, qui est le machine learning. Donc pour vous donner une petite idée, moi j'ai commencé globalement là, et en voyant que ça marchait pas de travailler tout seul, je pouvais parler qu'à des matheux et comprendre que des matheux, on s'ennuie, et donc rapidement il faut sortir un peu de sa zone de confort et aller parler à des devs et comprendre leur langage. Pas tout leur langage, mais globalement essayer de travailler avec eux. Raph, lui, alors il s'est baladé un petit peu partout. Là, il a lu 4-5 bouquins sur la justice. Donc, il est expert en juridique. Il est là. Globalement, Raph, il est là. Il est au milieu. C'est une licorne à laquelle on tend tous vers ça. Il a cette chance de l'être. Essaie de l'être. C'est compliqué. Ok, donc là, on a parlé de comment est-ce qu'on va parler de machine learning. Donc, c'était le chat sérieux qui va essayer de ne pas se prendre au sérieux. C'est nous. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? Parce que être tout seul et faire du code un peu brut, c'est pas très marrant. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, le machine learning en soi, ça s'intéresse à la question un petit peu philosophique, mais aussi mathématique de comment est-ce qu'on prend une décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des algos qui vont venir vous aider à prendre des décisions. Donc, nous, on va essayer d'abord comprendre comment ce phénomène-là il marche chez nous, et après, on va essayer de le généraliser. Donc globalement, on voit pas trop ça en rouge. Il y a deux choses, si on schématise, donc vraiment on schématise. Le but du jeu, là, c'est pas de modéliser de manière neuronale comment est-ce qu'on prend des décisions. Enfin, c'est pas notre propos, faut rester modeste et pas se prendre au sérieux, on va pas faire ça. On va schématiser en 2 gros blocs. Comment est-ce que vous prenez des décisions dans la vie? Soit vous avez lu des bouquins et du coup, vous êtes dans une situation qui répond à un énorme bouquin de C que vous avez bouffé avant. Donc là, vous êtes content. Ça correspond à une règle que vous aviez a priori. Soit c'est un bug, et là vous vous adaptez à la vraie vie. Donc globalement, il y a derrière les règles et devant la vraie vie, donc la data. Vous voyez la transition qui va se faire progressivement. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est comment est-ce que les machines décident? La réponse qu'on peut amener ensuite, c'est elles ne décident pas. Là, on est entre nous, on est avec des gens quand même qui codent. Vous savez qu'entre votre script et l'exécution de votre script, il n'y a pas grand-chose. Votre ordi ne va pas se réveiller dans la nuit, faire des choses. Au max, il y a un compilateur. Il n'y a pas grand-chose. On ne va pas traiter de ce fantasme-là des machines autonomes ou de l'intelligence artificielle autonome ce soir. Notre propos, il va être un petit peu plus modeste, encore une fois. Et donc, je corrige ma question. Comment est-ce que les machines nous aident à décider? Là, c'est plus simple à traiter. Et globalement, on va reprendre le même schéma, le gros schéma, avec d'un côté le fait de suivre des règles, donc du rule-based, qui en gros, ça répond à tous les modèles qui sont une succession de if, else. Donc vous avez des règles a priori, et votre modèle il va faire ça. Donc on va écarter ça pour ce soir. Et là, on arrive au machine learning, on est content, donc c'est ce qui va s'inspirer des données, ce qui va manger les données pour finalement apprendre des choses. Et donc là, on va arriver à un endroit intéressant de la présentation où on a une définition en 3 mots du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est un ensemble de... Je suis en train de mentir. Sur la slide, il y a 3 mots, mais j'en donne plus. C'est un ensemble de méthodes qui permettent d'apprendre à partir de la donnée. Mais les 2 mots importants ici, c'est apprendre et la donnée. Première question. La donnée, c'est quoi? Globalement, vous êtes juste limité par votre imagination. On peut prendre plein de types de données possibles. Là, on peut reprendre un chat et globalement, tout ce qui est traitement de l'image, ça se fait. Donc là, on voit par exemple un algo qui, à partir d'une image, est capable de dire, bon, bah, dans cette zone qui est en verte, il y a un chat orange. Il y a un chat orange. Il y a un skateboard plus bas. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'on fait, même si le chat est orange, très bien. Donc les images. De l'autre côté, il y a la voix. Ah oui, pardon, un exemple.
Les images, globalement, ça s'utilise beaucoup dans tout ce qui est Facebook, Instagram. Il y a près de 800 millions d'images qui sont uploadées chaque jour et chacune d'entre elles passe par 2 réseaux de neurones du machine learning pour essayer de reconnaître votre famille, vos plats préférés, ce genre de choses. Pas en Europe, mais aux États-Unis, c'est le cas. La voix, donc là, c'est plus proche de vous. Quand vous utilisez Siri, il y a des modèles de machine learning qui permettent de reconnaître votre voix. Et plus globalement, tous les signaux temporels, en fait, peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Et là, on a ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est le texte. Chez Doctrine, nous, ça nous intéresse. Une quantité de texte infinie, très très grande, vu qu'on a 3,6 millions de décisions, je vous le rappelle. Donc là, on a parlé de la data, et maintenant, la partie learning. Donc là, c'est la meilleure slide de cette présentation, parce que c'est pas ma slide, c'est la slide que j'ai piquée à Google Research pour expliquer en fait comment marche le learning. Donc c'est le moment où il faut se concentrer. Après, on va partir sur la partie image et application. Mais globalement, ici, on va essayer d'expliquer comment marche le learning dans un algo de machine learning. Ça marche aussi bien pour les gros réseaux de neurones compliqués que pour une régression linéaire. Si vous ne comprenez pas cette slide, vous ne comprenez pas comment marche une régression linéaire. Une manière de piquer un peu. Donc globalement, il y a 4 grosses parties qui sont utilisées dans un algorithme de machine learning. La première, c'est le modèle, donc c'est la boîte noire. On va pas trop en parler, mais vous verrez à peu près ce qui va se passer avec. Ce modèle, souvent, il répond à des paramètres. Donc dans le cas de notre régression linéaire, les paramètres, là, c'est la pente et l'ordonnée à l'origine. Et donc le modèle il est complètement déterminé par les paramètres. Et les paramètres, ce qu'on va faire, c'est comme on fait du machine learning, c'est qu'on va les changer petit à petit. Donc là, on va décrire un algorithme itératif. Donc on va essayer de se déplacer dans le temps et de bouger un petit peu les paramètres pour voir ce qui se passe. 3 parties. La 4e, elle est là, c'est les exemples. Donc c'est la data, la fameuse data, qui peut se décomposer en 2 choses. Donc là, on est sur une base d'apprentissage. Une base d'apprentissage, c'est quoi? C'est des inputs. Donc c'est par exemple de l'image, du langage, j'ai dit quoi, du texte, et la vérité que je cache. C'est profond ce que je viens de dire. La vérité qui est là. Pourquoi? Parce qu'on est sur une base d'apprentissage et on a envie, enfin, on peut pas apprendre de nulle part. Le machine learning, ce que ça fait, c'est que ça nous prend une image de chat et ça nous dit c'est un chat. Ça nous prend aussi une image de chien et ça dit c'est pas un chat. Et c'est ça la vérité. C'est ça, c'est encore profond encore une fois. Mais c'est ça qui se passe. Donc la data, ça se décompose comme ça. Et donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait tourner tout ça. Donc l'input, on le donne au modèle. Donc en gros, le modèle au début, on le paramètre au hasard, on lui donne des paramètres complètement aléatoires. Par exemple, on fixe tout à 0 et on lui donne une image de chat et on lui pose la question est-ce qu'il y a un chat ou pas? Il fait une prédiction. Au début, ça vaut rien. C'est une prédiction toute pourrie parce qu'on a fait au hasard. Il va dire que non, il n'y a pas de chat. Et donc là intervient la truth, c'est-à-dire qu'on a d'une part la prédiction, donc notre modèle qui dit il n'y a pas un chat, et la truth qui est si, il y a un chat. Ça, c'est le learner. Il va se rendre compte en fait de l'écart entre la prédiction et la vérité, et il va modifier les paramètres dans ce sens-là. Et là, on a décrit tout. Là, c'est bon, la slide est finie, tout est là. On peut itérer, et ce qui se passe, c'est qu'on va nourrir encore avec d'autres exemples, on va repasser dans ce process-là, et c'est pour ça que c'est un process itératif, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter quand on veut, on va apprendre toujours plus. Et l'idée du machine learning, une définition plus correcte du machine learning, c'est être capable de coller à la base d'apprentissage. C'est comme ça que ça marche globalement. On donne des exemples en apprentissage, on modifie les paramètres pour réussir à les coller, et on espère qu'après, quand on va dans la vraie vie, avec des nouveaux exemples, ça marche. Et là, il y a toute une partie mathématique qu'on ne va pas aborder ce soir pour discuter du fait que ça marche, mais ça marche. Voilà, maintenant on va aborder la deuxième partie de cette présentation qui s'intéresse un petit peu à des applications. Donc là, on va parler un peu plus business, feature et images sympas. Pourquoi feature? Parce que... Bon, bref, on va enchaîner. Alors, tout d'abord, dans la vraie vie, comment ça se présente le machine learning? Donc, il y a une certaine succession de stéréotypes qu'on peut enchaîner, qu'on peut regarder vite fait. Globalement, tout en haut à gauche, ce que la société pense, c'est ce que mon grand-père pense, par exemple, quand il regarde trop les chaînes d'infos en continu et qu'il discute avec moi le dimanche midi, c'est qu'on est en train de faire les Terminators. On est en train de faire des gros robots tueurs avocats qui vont... Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est un grand fantasme qu'on ne va pas alimenter. C'est pas ce qu'on fait. Après, il y a ce que mes potes font, plutôt pensent.
Donc ils sont dans la tech, mais ils ne sont pas dans ce domaine précis, ils ne sont pas dans le machine learning. Et ils pensent qu'en fait, ce qu'on fait, c'est on essaie de reproduire le cerveau, de faire des choses merveilleuses. On ne fait pas ça. Pour une raison très simple, c'est qu'on est des ingénieurs. Et je vais prendre une analogie. Les premiers ingénieurs en aéronautique, en aviation, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de reproduire un petit peu le comportement d'un oiseau. Donc, on a regardé un phénomène qu'on comprenait, c'était le fait que les oiseaux volent. On a fait, OK, globalement, ça se passe parce qu'ils ont des ailes et que ça file tout droit. Et on va s'écarter à un moment de ce modèle qui est vrai pour construire des choses. Si ce n'était pas écarté de ce modèle-là, aujourd'hui, les avions, ils auraient des plumes et ils seraient encore en développement parce que c'est quelque chose d'infiniment plus complexe. Et aujourd'hui, si on a des avions, c'est parce qu'il y a un moment, les ingénieurs ont été capables de prendre la distance par rapport à leur inspiration et dire OK, on va pas avoir la prétention de reproduire toute la diversité du règne animal. Non, on va faire un avion. Et ça va voler. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne reproduit pas toute la diversité du cerveau humain. Non. On s'inspire de comment est-ce qu'il fonctionne pour prendre des décisions et on s'en écarte et on fait des choses assez simples. C'est ce qu'on a et c'est assez clair et assez simple. Comme on est à l'intersection entre les devs et les matheux, globalement, on prend cher par respectivement les devs et les matheux. Faut l'accepter, c'est comme ça. Il y a ici Yann Lequin, qui est un des grands papes du machine learning, notamment pour ses travaux sur les réseaux de neurones et les réseaux convolutionnels. Donc, pour tous les chercheurs, c'est une sorte de rockstar. On dirait pas, mais c'est une rockstar. Ce qu'on fait en fait dans la vraie vie, c'est moi, je travaille en Python 3, et il y a plein de packages très bien qui font beaucoup de choses très bien. Donc, je schématise, mais on ne travaille pas de nulle part. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. Ok, donc maintenant, d'une manière un petit peu plus formelle, comment ça se passe dans la vraie vie? Donc, si on regarde un petit peu une journée typique, ou plutôt une semaine typique, bon, voilà, il y a une grosse partie un peu cachée sous le nom pompeux de data mining. Donc, il y a 40% de mon temps qui est du nettoyage de données. C'est-à-dire qu'on passe du temps à regarder un petit peu. Donc là, on a de la donnée qui arrive, on a 3 millions de décisions, on est content, mais on n'arrive pas à traiter les accents. On n'arrive pas à gérer les encodings, problème que vous pouvez connaître. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, on voit que les modèles, ils font n'importe quoi. Donc, on essaie vraiment de ne pas se prendre trop au sérieux. Et le data mining, c'est la partie où on va essayer de faire des choses très, très simples. On va regarder, par exemple, les mots les plus fréquents. On va regarder c'est quoi les premiers mots, à chaque fois les derniers mots. Essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes. Donc, on passe vraiment du temps le nez dans les données pour finalement comprendre ce qu'on fait et avoir déjà les premières attentes. On ne va pas se lancer direct dans le machine learning parce que sinon, ça voudrait dire que c'est trop simple. 40%, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a 40% de mon temps que je ne peux pas automatiser. C'est très bien. La partie machine learning, c'est la partie où je dis OK, j'ai compris globalement c'est quoi ma donnée. Et maintenant, j'ai un objectif précis qui répond à un problème business, une feature. Donc, on va y venir après. Et j'ai envie de sortir de l'artillerie lourde. Et là, je sors, je dégaine. Et il y a plein de packages, plein de choses. On essaie de développer nos propres trucs pour essayer de faire parler la donnée. On comprend un peu mieux. Donc là, il y a deux autres parties qui restent. Une partie qui est sur, je le disais en intro, la revue de la recherche. Parce qu'en fait, nous, on s'alimente de l'état de l'art. On est obligé, vu que globalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui font du traitement du langage en machine learning en France dans le juridique. En fait, on est tout seul. On est obligé d'innover. On est obligé de se nourrir de ce qui se passe d'un point de vue mathématique et finalement de prendre des choses qui sont dans d'autres domaines et les appliquer chez nous. Donc ça demande d'être au courant de ce qui se passe. Et de l'autre côté, ça demande aussi de pouvoir les appliquer. Donc ça, c'est les parties cool où on a vu que quelqu'un à Facebook a fait un algo super qui fait des choses très bien sur StarCraft et on essaie de voir si on ne peut pas appliquer ça chez nous sur notre dataset. Bon, globalement, StarCraft, on ne peut pas, mais il y a des choses assez cool qu'on arrive à faire. Ok, donc data mining, pour que ce soit plus concret pour vous, je disais qu'il y a 3 millions de décisions qui nous arrivent. En fait, elles n'arrivent pas forcément dans ma boîte mail. Parfois, elles arrivent juste dans ma boîte postale, par courrier comme ça, des décisions qui sont très compliquées à traiter. Et là, on est différenciant, c'est que contrairement à la concurrence, on les traite. On se retrousse les manches et on apprend justement à faire des choses qui font mal, à traiter ce genre de données. Donc là, c'est à faire de l'OCR assez basique pour être capable au final de mettre ça en ligne. Et il y a du travail pour mettre ça en ligne. Donc une fois qu'on fait ça, on met les choses en ligne et on se retrouve avec la plus grande base de données française de jurisprudence. Ok, c'est cool. Donc il y a une citation pompeuse au-dessus qui explique en fait qu'il y a une différence entre avoir plein de données et être bon.
En tout cas, entre avoir plein de données et avoir de la connaissance. Donc l'information et la connaissance, c'est pas la même chose. Là, il y a une grosse pile d'informations. La question, c'est comment est-ce qu'on crée des features à partir de ça. Donc c'est là où intervient ce chat savant. Le machine learning, il intervient pour ça. Donc en gros, on est une boîte qui a beaucoup de données. Et le gros challenge, c'est être capable de se différencier par des features fortes, des features qu'on alimente en faisant de l'extraction automatique de données pertinentes à partir de données qui n'est pas structurée. La donnée qui arrive, c'est une énorme chaîne de caractères. Il n'y a pas de metadata dessus. Comment est-ce qu'on crée les métadatas Pour ça, là, on va prendre 3 exemples qui répondent en fait, 1 à des features et 2 à des besoins business. Plutôt l'inverse, des besoins business et des features. Donc nous, je vous rappelle ce qu'on fait. On a un moteur de recherche et notre client, quand il vient chez nous, notre avocat, je ne sais pas vous, mais quand vous cherchez un truc sur Google, votre but, c'est pas de passer 30 minutes à chercher. Non, votre but premier, c'est de trouver. Vous arrivez, vous voulez trouver, et les avocats, c'est pareil. A fortiori, eux, en plus, ils sont dans un contexte professionnel. On fait du B2B. Donc, un avocat vient, il nous utilise comme moyen pour faire son taf. Il n'a pas envie de passer 30 minutes juste à chercher un document. Il veut trouver direct. Et pour ça, il faut faire du machine learning parce qu'on est obligé d'alimenter notre moteur de recherche avec autre chose que juste le texte brut. Pourquoi ? Donc, globalement, ce qu'on peut faire assez rapidement, donc avec une techno Elasticsearch, c'est quand un client, un avocat arrive avec une requête, une query, il y a des mots dedans, très bien, et on peut facilement, sans trop de travail de machine learning, lui trouver un document où ces mots sont là. Très bien. On peut même trouver un document où ces mots sont là, et plus que dans d'autres documents. Ok, ça ne demande pas de faire beaucoup de recherches pour faire ça. Le problème, c'est que les avocats, ils ont beaucoup de mots pour dire la même chose. Ils ont beaucoup de synonymes. Et même plus loin que ça, il y a des concepts en fait, qui sont inclus les uns dans les autres. Par exemple, un avocat qui va venir chez nous, il va taper liberté de penser et il va s'attendre à ce qu'on trouve toutes les décisions où ça parle de religion. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est compliqué. C'est compliqué et du coup, pour faire ça, on utilise du machine learning. Donc là, on va reprendre un petit peu le schéma que vous avez assimilé, qu'on a vu tout à l'heure, mais on va l'appliquer à un cas concret. Et ce qu'on va faire, le but du jeu, c'est de faire des word embedding. En fait, c'est on prend la query de l'utilisateur, qui sont des mots, et l'idée, c'est chaque mot de le transformer en un vecteur, donc de l'embed, de le transporter dans un espace de dimension plus grande pour être capable finalement de comparer les vecteurs entre eux. Donc globalement, il faut vous imaginer, ce qu'on fera dans l'illustration d'après, on a plein de mots, on a un vocabulaire de plus d'1 million de mots, tous les pluriels, toutes les conjugaisons et autres. Et on aimerait, en dimension 2, là comme ça, si on devait toutes les afficher, que liberté de penser et religion, ils soient tout en haut à gauche, que, je sais pas, pétanque et jeu de boules soient en bas à droite. Comment est-ce qu'on crée cette chose-là alors que les mots, ils sont même pas en commun ? Ça, c'est avec les word embedding. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc on utilise un modèle, toujours gouverné par des paramètres, et un gros learner qui est là. Ce qui va changer, c'est l'input. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, on prend une phrase que vous connaissez, Are you born to code ? Et ce qu'on va faire, c'est on va enlever un mot. Et on va apprendre un modèle qui va être capable de prédire c'était quoi le mot qui manque. C'est assez magique, mais c'est ce qu'on fait. Donc l'input ici, c'est quoi ? C'est d'une part, c'est la phrase avec le mot qui manque, avec l'information, il manque un mot ici, donc are you to code. Et ici, donc la truth qui était là tout à l'heure, ici c'est le mot born. Donc l'input, on le donne au modèle. Au début, il fait une prédiction qui est pourrie, qui est ici pizza. Et on arrive à comparer du coup pizza à born. Donc on se rend compte que non, c'est n'importe quoi. On itère. Donc là, rebelote, bam, dog. C'est toujours pas la bonne chose. Ah, made, ça a changé de couleur, ça indique que c'est bien. Pourquoi ? En fait, ce qu'on voit, si on n'avait pas fait de traitement là-dessus, donc, ce que ça aurait appris, c'est juste à trouver que c'était born. Il n'aurait pas fait quelque chose de bien. Là, made, il se trouve que si on prend un énorme corpus de texte, il va y avoir d'autres phrases où en fait, cette construction-là, made va être là. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, elle n'est pas binaire. On ne met pas juste vert quand c'est born, on met plus ou moins vert. On met en fait une densité de probabilité qui va caractériser le fait que ces mots-là sont probables. Et en fait, effectivement, made et born sont probables. Sauf que si on prend un corpus de l'école 42, born va ressortir plus. Et c'est comme ça, c'est le biais qui sera dans votre chose. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre que born et made sont assez proches. Et si on va les mettre dans un graphique, on pourra les mettre côte à côte.
Wow. Donc c'est ce qu'on fait là. Donc là, c'est une application directe. Vous n'avez pas besoin d'avoir compris la slide d'avant pour comprendre ça, mais c'est mieux si vous l'avez comprise. Donc là, on a un vocabulaire qui est juridique. On ne voit pas grand-chose, donc je vais le dire pour vous. Et on n'a rien supervisé, c'est-à-dire qu'on a juste donné plein de phrases, un énorme corpus, et on a dit à l'algo, débrouille-toi, apprends. Et là, on voit en fait assez facilement que ici, par exemple, on a un groupe de mots, maoïsme, écologisme, socialisme, fascisme, plein de mots qui terminent en isme, et il faut savoir qu'on n'a pas du tout indiqué à l'algorithme que isme, c'est souvent des doctrines politiques, c'est des choses qu'il faut regrouper ensemble. On ne l'a pas indiqué, c'est quelque chose qui a été appris. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit à ce qui se passait avant, en fait, il va y avoir plein d'exemples dans le texte où ces mots-là sont interchangeables. Il s'est récemment converti au maoïsme, fascisme. En fait, si on prend un contexte assez fin, ces mots sont interchangeables et c'est ça qu'on va apprendre. Là, on peut voir tout ce qui a lieu à la campagne électorale. Liste électorale, liste bloc. Il n'y a pas assistant parlementaire. Il y a alliance électorale, propagande électorale. Tous ces mots-là sont appris parce qu'ils arrivent dans le même contexte. Je ne vais pas m'attarder sur là-bas parce que c'est un peu diffus. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on met en prod, sans traitement. Après, il faut faire un traitement. Donc il faut se rendre compte que là, c'est des mots qui sont proches, qui sont presque interchangeables, du coup, qu'ils ont une fonction grammaticale qui est proche. Et avec ça, on arrive à alimenter le moteur de recherche. Ouais, très bonne question. T'as dû lire des trucs dessus. Mais globalement, ouais, en fait, on peut faire de l'arithmétique. Pas dans cet exemple-là, mais il y a un exemple connu qui, en fait, par exemple, si on prend, alors, si je dis pas de bêtises, il y a roi, il y a reine, il y a homme et femme. Si on prend, je vais forcément me tromper en faisant cet exemple. Si on prend roi moins reine plus femme, roi plus femme égale reine. Ouais, il y a roi moins homme plus femme égale reine, exactement. Bravo, tu as gagné une pizza. Non, mais c'est ça. On peut faire de l'arithmétique, donc c'est quelque chose qui est assez spectaculaire d'un point de vue de la recherche. Nous, on va pas. Enfin, déjà faire ça, c'est déjà assez incroyable. Donc, c'est compliqué de mettre ça en prod. Donc, l'arithmétique, on pourrait essayer de le mettre en prod, mais bon, pour le moment, on n'a pas d'application concrète. Mais effectivement, mathématiquement, c'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe et très riche. Donc là, on a parlé de la feature trouver. Maintenant, il y a un autre truc qui est comprendre. Pourquoi ? En fait, vous l'avez vu tout à l'heure, vous n'avez sûrement rien compris aux décisions que Graph vous a montrées. Moi non plus. Et un avocat, globalement, pas beaucoup plus. Parce que nous, on est sur un problème particulier qui est on a un contexte qui est nul. On n'a pas de titre, on n'a pas d'image. Et il faut pourtant que quand un avocat arrive sur le moteur de recherche, il comprenne que telle et telle décision va l'intéresser ou telle décision ne va pas l'intéresser. C'est un truc qui est spécifique chez nous, mais qui peut aussi se généraliser. Quand vous allez sur Amazon, vous aimez avoir des mots-clés qui vont vous expliquer le truc. Sur YouTube, des mots-clés qui vont vous expliquer la vidéo, même s'il y a une image, un pré-shot. C'est assez général en machine learning. À partir d'un contenu, on aimerait être capable de le décrire avant de le visionner. Donc là, on va prendre un exemple. Donc c'est pas mathématique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de schéma avec de modèles et autres. On va juste regarder ce que ça donne en bout de chaîne chez nous. Donc là, on a une décision qui, pour info, est la décision de condamner, Orelsan, qui est un rapport qui est passé devant la cour d'appel de Versailles parce qu'il était accusé pour des propos d'incitation à la haine, qui a finalement été relaxé sous prétexte qu'il défendait la liberté d'expression et la liberté de création artistique. Enfin, un texte très intéressant que je vous invite à lire sur doctrine.fr. Moi, je le sais parce que je l'ai lu, mais vous ne le savez pas. Et ce qui est important, c'est ça. C'est avant de cliquer, d'avoir des mots-clés comme ça, qui ne sont pas forcément dans la décision. C'est ça qui est compliqué. Et qui vont vous résumer le truc. Et qui, en plus, se superposent pas. Donc l'idée, c'est en fait, s'il y a marqué loi, droit, super, on n'a pas fait grand-chose. Là, on arrive à dire que c'est la création artistique qui va être l'argument principal, qu'on va parler de femmes, de violence, d'injures, de délits. Et tout ça, on arrive à le sortir automatiquement. Donc ça, on n'est pas en train de faire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sort comme ça. Pour toutes nos décisions, on est capable de les caractériser automatiquement. Et ça a une grosse valeur pour le client, parce que là, il voit vraiment qu'en fait, on lui fait gagner du temps et du coup de l'argent. Et la dernière feature, qui est peut-être la plus compliquée, qui fait le plus objet en fait, de nos travaux de recherche actuellement, donc là, on a tous notre force de frappe qui est concentrée sur ça, c'est l'analyse. Donc, OK, on peut trouver un document, OK, on peut le comprendre sans avoir à rentrer dedans, sauf que l'avocat, lui, il veut plus que ça. Il va être capable de trouver la conclusion, trouver l'argument clé, trouver qui sont les parties des avocats. Enfin, c'est son travail, quoi. Il ne peut pas juste se permettre d'avoir des mots-clés et
des images avec des chats. Il veut quelque chose de concret. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va l'aider à faire ça. Et je ne vais pas passer par une approche directe. Je vais vous montrer d'abord ça. Ça, c'est un papier de recherche, plutôt un concours qui a été lancé, qui s'appelle le Visual Question Answering. Donc en gros, il y a une base de données d'images qu'on peut interroger. Donc ça, c'est le dataset. C'est des gens qui sont là, qui ont une image, et qui posent une question par rapport à l'image. Et le modèle, lui, il doit être capable de répondre, de fournir l'information. Donc ça peut être des questions simples comme, bon, avec le projet, vous ne voyez pas très bien, mais on peut demander quelle est la couleur des yeux de la personne. Mais il y a un truc un peu plus farfelu, de quoi est constituée la moustache de la personne. Donc il faut que l'algo comprenne qu'il y a une moustache qui n'est pas... Et là, il répond banane. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça répond un petit peu à notre problème parce que à partir d'un contenu, on pose une question et l'algo génère une réponse. On peut imaginer un petit peu ce qui se passerait chez nous. Donc là, si on essaie de se pencher plus précisément sur ce cas, donc là, on a une image, quelqu'un qui mange un sandwich, on pose la question qu'est-ce qu'il mange, et cet article de recherche-là, il permet de mettre l'accent dans l'image sur les zones qui vont exciter le plus l'algorithme. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, on est capable de dire qu'en fait, déjà, il répond bien, il répond que c'est un hot dog, et en plus, il explique que c'est cette partie-là du contenu qui est la plus importante pour cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est juste pour cette question-là? Parce que là, si on prend un chat qui est sur une étagère, bref, un chat, on pose la question, est-ce qu'il y a un chat? Voilà, on voit que l'attention du modèle, elle est captée sur le chat. On pose la question, où est le chat? Et là, cette fois, l'attention, elle est captée sur l'étagère. Et à chaque fois, les réponses sont correctes. Donc, en quoi ça nous intéresse? Donc là, on repasse maintenant sur du language question answering. Donc l'idée, c'est cette fois, le contenu, c'est plus une image de quelqu'un qui mange un hot dog, c'est un texte. Et on va poser une question. Alors, le texte est imbitable. Globalement, il faut imaginer ce que vous aviez au bac d'anglais, donc des questions de compréhension un peu bateau, donc quelque chose, machin. Et à la fin, vous avez des questions, machin, who does... Alors, ent, c'est pour entity. C'est soit une personne, soit... Donc ça, c'est un article de recherche. Soit c'est une personne, soit c'est un lieu, machin. Et donc là, c'est une histoire qui raconte quelqu'un qui a retrouvé un marin mort en parachute. Enfin, bon, tout sordide. Mais la question est who does entity 119 tant pis, identify deceased. Donc ça, c'est la question. Et de la même manière, cet article de recherche, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de mettre en évidence les zones du texte qui vont permettre de répondre. Donc là, si on lit le texte, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas très intéressant. C'est effectivement l'entity 23 qui est retrouvée morte, qui réapparaît là d'ailleurs. Et on peut voir en fait les zones du texte qui ont été excitées par ça. Donc ça, c'est un travail de recherche dont on s'inspire, qu'on essaie d'implémenter. Et l'idée, in fine, c'est d'être capable de permettre à l'utilisateur, à l'avocat, de poser une question sur ce texte-là, sur qui est le coupable ou quel a été le motif, et d'afficher comme ça une heatmap qui permet de dire non, mais toi, il faut que tu analyses cette partie-là, focus-toi sur ça, perds pas ton temps sur le reste. Donc ça, c'est une des grosses pistes qu'on a en ce moment. Donc il y a 3 features donc, que je vous ai montrées. Il y en a certaines qui sont élaborées, comme celle-là. Il y en a d'autres qui sont faites en prod. Et c'est ça, en fait, la vie d'une startup, c'est on essaie de commencer par quelque chose de simple, on itère, et en fonction de notre ambition, on va puiser plus ou moins loin dans l'état de l'art. Et là, on est très ambitieux sur cette feature-là. Du coup, on va puiser dans des articles de recherche qui sont assez élaborés. Donc là, j'arrive bientôt à la fin de cette présentation. On pourra poser des questions juste après. Je conclue. Il y a quelques messages, je pense 4, qu'il faudrait retenir. Déjà, c'est le truc où je ne vous ai pas menti, qui est la définition du machine learning en 3 mots. Donc, c'est l'interaction entre la data, la donnée, et l'apprentissage. En fait, on apprend à manger l'information qui sort de la donnée. Deuxième point, c'est pourquoi est-ce que ça doit vous intéresser. Donc, c'est très bien de savoir coder. Ça ne doit pas rester une zone de confort de laquelle vous ne sortez pas. Vous gagnez tout en fait à pouvoir travailler avec d'autres gens, pouvoir travailler avec moi par exemple, Raph le gagne, et même de manière générale, la data est quelque chose qui se propage dans tous les secteurs de l'industrie, en start-up, en grande boîte aussi, et il y aura forcément un moment où vous aurez à être confronté à des machines, à des data scientists en face de vous, et il faudra être capable de parler leur langage. En tout cas, ce sera une force si demain vous êtes capable de comprendre que la personne en face de vous est en train de vous enfumer, ou à l'inverse, si vous comprenez son besoin avant même qu'il est formulé, ça va être vraiment valorisé. Donc ça, c'est quelque chose, pour vous, une compétence que vous pouvez acquérir et plutôt facilement. Pourquoi plutôt facilement? Parce que faut
deux choses en fait. Il faut une première qui est une certaine rigueur dans le fait de ne pas utiliser des buzzwords. Globalement, quand quelqu'un en face de vous en utilise 4 dans une phrase, il y a deux comportements. Vous pouvez soit lui demander d'expliquer ces termes, et là vous allez voir que soit il vous explique tout, donc très bien, donc là ça rompt une certaine ambiguïté, soit il ne les maîtrise pas, et là vous pouvez sourire un petit peu en coin et vous rendre compte que finalement vous avez appris quelque chose. Et enfin, si vous avez cette attitude-là qui consiste justement à ne pas vous prendre trop au sérieux, à juste essayer d'apprendre avec des gens qui ont aussi envie d'apprendre, un moyen simple, et vous avez de la chance, c'est de participer à la communauté, ou en tout cas de s'en rapprocher. Nous, avec Doctrine, on a la chance de participer activement à 2 groupes. On a fondé avec Antoine, qui est un des cofondateurs, qui n'est pas là ce soir, le groupe Apprentissage Profond, où on est plus de 2000 personnes en France qui sont intéressées par le machine learning et qui échangent régulièrement sur des papiers et autres. Et aussi le groupe Paris NLP, donc c'est un groupe qui est plus organisé sur les meet-up. Moi, celui-là, c'est sur Facebook, et ça, c'est plus des meet-up, où il y a des intervenants qui viennent et qui expliquent des papiers de recherche et discutent ensemble. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas vous prendre au sérieux, de oser apprendre quelque chose d'un peu nouveau. Et finalement, c'est pas très compliqué. Il y a plein de ressources en ligne, plein de gens très sympas qui sont prêts à échanger avec vous. Et ça va aller tout seul. Donc, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que ça marche? Ouais, est-ce que vous avez des questions? Tiens, je vais te passer le micro comme ça, tout le monde peut entendre. En fait, ma première question, ça concerne comment vous faites la liaison entre le machine learning et votre production, en fait. Comment vos algorithmes alimentent votre production, etc. Je peux répondre. Ah, super. Non, mais, en fait, ce qui aide, c'est qu'on est une start-up et du coup, on travaille sur le même bureau globalement. Donc ça, la liaison, elle est déjà physique et elle est d'un point de vue communication. Je pense que ta question, elle est plus d'un point de vue infra. C'est quoi? Ouais. Bah, alors en fait, comme tu l'as vu, là, par exemple, le truc des mots-clés, c'est un truc assez simple qui a pas besoin d'être fait en temps réel. Donc ça, c'est un process qui est fait en batch. Donc c'est efficace de le faire en Python au sens, je travaille en Python et du coup, il n'y a pas besoin de réécrire tout le code en C ou je sais pas, pour quelque chose de plus efficace. Donc on peut se permettre de faire ces calculs-là pendant la nuit. Après, c'est en prod. Et le fait de régulariser ça par batch, ça nous permet de ne pas surcharger la prod pendant la journée et de faire ça discrètement quand personne ne regarde. Et je crois juste qu'en fait, après, d'un point de vue technique, c'est rien de bien sorcier. Tous les calculs que fait Sacha, ils sont mis dans des tables dans la base de données et l'application en prod, elle lit ces tables. Après, techniquement, ça se connecte comme ça, quoi. Donc, c'est relativement simple après. Oui, il y avait une question. Bonjour. Bah, Ouais. C'était un peu ça, pourquoi vous faisiez du Python, mais vous avez répondu. Et du coup, une autre question, c'est est-ce que vous avez une API et sinon pourquoi? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une API qui peut être utilisée depuis l'extérieur? Oui. Alors, en l'occurrence, non, on n'a pas d'API. Et la raison, c'est que on pense qu'il n'y a pas vraiment de besoin, en fait. Alors, déjà, l'avocat, il ne sait pas ce que c'est qu'une API. Hein, donc, mais. Donc, oui, donc en fait, on pense qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'API, enfin, qui n'existe pas de besoin. Alors, chez les avocats, clairement pas. Après, chez des partenaires qui pourraient être intéressés par ça, peut-être, mais vraiment, à mon avis, le besoin me paraît faible. Et même pour vous, je sais pas, je pense personnellement que c'est plus simple d'utiliser. Je suppose que c'est comme ça que vous faites. Vous avez une API interne du coup, mais. Bah non, en fait. Ah ouais. En fait, ça pourrait être fait comme ça, mais en fait, l'application elle est relativement simple et monolithique. L'application en prod, donc c'est un repository Git où il y a tout le code Node.js. Et alors, il y a une sorte d'API qui est qu'il y a tout notre code de front qui communique avec notre back avec des requêtes Ajax. Et donc là, il y a une sorte d'API, on peut dire, qui est l'API Ajax. Mais on peut pas. Enfin, c'est une API, mais disons qu'elle est faite uniquement pour être utilisée par notre code front. Donc, je sais pas si du coup tu comptes comme ça compte comme une API ou pas. Donc, du coup, toute application qui existe en prod a une API à ce compte-là. Mais mais par contre, on n'a pas de. En fait, à chaque fois qu'on veut développer une feature en front, on code le back et le front ensemble. Et donc on développe ce qu'il y a besoin en back. Enfin, les besoins vont ensemble en fait. On développe pas des trucs juste dans l'API qui servent à rien pour le front, ou évidemment on peut pas développer en front s'il n'y a pas de l'API derrière. Mais disons qu'en fait, comme on est la table d'à côté, c'est assez facile de se mettre d'accord sur le format de l'API, quoi, en gros. Donc voilà. Et encore une question, désolé. Vous utilisez quels algos, si vous pouvez dévoiler Au niveau machine learning ou au niveau de la. Machine learning, ouais. Il y a une grande variété d'algos. Ça dépend en fait des applications qu'on veut faire. Globalement, il y a pas mal de choses qui marchent
le word to vec, j'ai parlé de word embedding, donc ça c'est une première chose qui permet déjà de partir de, il y a plusieurs algos qui permettent de faire ça, soit du word to vec, du wang to vec, du glove, donc plusieurs manières en fait de vectoriser les mots. Mais ça c'est pas tout. Il y a souvent des approches en fait séquentielles. Donc là j'ai parlé des mots individuellement. Nous on traite de phrases compliquées. Et du coup faut prendre en compte l'aspect séquentiel, le fait que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Et donc ça, il y a des gros réseaux de neurones, donc la partie deep learning. Je n'ai pas voulu balancer ce mot pour pas me contredire, mais en gros, des réseaux qui ont plusieurs couches et qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre et d'intégrer l'aspect séquentiel. Donc des réseaux récurrents, si tu veux. Et du coup, vous faites ça sur des CPU, c'est ça? Ça dépend. Question précise. Non, en fait, tu as deux modes de fonctionnement pour ça. En langage, en fait, souvent, c'est pas super efficace de faire du GPU. On a utilisé ça. En gros, sur certains besoins très précis, où tu as certains algos, justement, les réseaux de neurones, ils marchent bien en GPU. Par contre, il y a d'autres choses, le wang2vec, le word2vec, le glove, ça n'utilise pas forcément de GPU. Donc, tu as les deux. Tu as parlé de l'infra qu'on avait ou pas? Des différentes machines qu'on avait? Ouais, en gros, en fait, on a une certaine modularité qui fait qu'en fonction des besoins, on change de machine et on peut avoir soit un truc qui fonctionne en full CPU, avec une énorme RAM, soit des GPU, et là, on balance plutôt du deep learning sur ça. Ouais, attends, je vais te filer ça comme ça. Je reviens sur la première question pour être sûr d'avoir compris. Donc vous avez votre texte, vous devez assigner des mots-clés, et donc toi, ton algo en Python, il va tourner quand vous avez besoin de le faire tourner, et après il assigne en base de données les mots-clés qu'il a compris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça change pas de manière dynamique. En fait, le texte, une fois qu'on l'a, nous on a cette chance-là c'est un sorte de, non, c'est pas un Wikipédia justement. C'est pas quelque chose qui est actualisé régulièrement. La loi, c'est la loi. Enfin, la jurisprudence, c'est la jurisprudence. Donc on fait tourner le truc une fois, on alimente la table et c'est fini. Et après, on peut mettre à jour s'il y a besoin. Si par exemple on change de modèle pour finalement mettre d'autres mots-clés ou autres, on peut juste mettre à jour la table. Mais en gros, du point de vue de RAF, ça ne pose pas trop de questions, il y a une table qui est remplie. C'est tout. Je veux juste ajouter une précision, c'est qu'en fait, toutes les nuits, on récupère les nouvelles décisions de justice qui ont été rendues par les tribunaux. Donc, toutes les nuits, il y a tout un processus qui récupère toutes ces nouvelles décisions. Et là, on refait tout passer dans les analyses. Donc, on recalcule les mots-clés, on classifie en différents domaines, etc. Et donc, tous ces algorithmes de machine learning, on les fait tourner une fois au début pour la première fois, on met en prod l'algo, mais on le fait aussi tourner toutes les nuits. Donc, en fait, la fréquence, c'est chaque nuit, toutes les nouvelles décisions de justice qui sont arrivées de la veille sont analysées, c'est mis dans les tables, et du coup, c'est disponible pour le lendemain pour nos clients, en fait. Voilà. Oui. Bonjour. Donc vous, de toute évidence, vous êtes du côté tech. Je me demandais si vous aviez un background plutôt juridique, est-ce que ça vous avait aidé? Est-ce que ça a été nécessaire pour bosser chez Doctrine? Alors, moi, j'ai pas de background juridique. En fait, aucun de nous trois ici n'a de background juridique. N'avait, oui. Mais moi, j'essaye de lire pas mal de, comme disait Sacha, j'essaie de lire pas mal de bouquins de droit. Donc, j'essaye de me former au droit. En fait, parmi les trois associés, il y en a un parmi nous trois qui a vraiment une formation en droit. Et donc, quand on a commencé la boîte, c'était lui un peu c'est lui qui savait ce qu'on faisait d'un point de vue juridique. Et après, les autres, ont appris au fur et à mesure, en fait. Voilà. Et donc, vous scannez à la main les documents papier? Alors, heureusement, il n'y a pas que des documents papier quand même. Okay. Il y a pas mal de documents, enfin, il y a pas mal de décisions qui sont numérisées. Alors, parfois, c'est de qualité plus ou moins bonne. Dans le pire des cas, on a des PDF images. Dans le meilleur des cas, on a du XML avec des métadatas. Et il y a des cas intermédiaires, par exemple, les vieux arrêts de la Cour de cassation, ils ont été écrits à la machine à écrire à l'époque et tout est écrit en majuscule, il n'y a aucun accent. Et donc voilà, on peut avoir des trucs un peu qui sont numériques, mais un peu dégueulasses quand même, où il n'y a aucun accent et tout est dégueulasse en majuscule. Nous, on passe en minuscule, mais du coup, on n'a pas les accents. Et puis, il y a les datas modernes qui, elles, sont bien formatées, où tout est déjà numérique, quoi. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Juste encore. Et vous prévoyez aussi, vous faites de la prédiction sur comment, ce qui va se passer dans... Est-ce que de prédire les décisions des juges? C'est ça, exactement. Alors, Sacha peut peut-être parler de ça. Comment? Ah ouais, attends, ça.
plus de data. Mais il y en a tous les jours, on est très content, il y a plein de rebondissements. Non, plus sérieusement, c'est compliqué comme question. En fait, si tu veux, il y a un grand fantasme qui est alimenté sur justement le fait d'avoir un robot avec un gros marteau et qui juge comme ça. C'est pas demain. C'est vraiment pas du tout demain. Nous, ce qu'on essaie de faire, en revanche, c'est déjà d'extraire cette information-là. Extraire déjà que dans une décision, tu as tel et tel champ qui sont intéressants. Parce que toi, en fait, ce que tu as en tête, c'est je suis un jeune de 18 ans, j'ai conduit bourré ou pas, et dans telle région de France, et je suis passé devant tel avocat, est-ce que je vais aller en tôle? Ça, c'est déjà un grand travail qui a été fait par toi, c'est de donner que de l'information utile. Ça, extraire ça, c'est déjà la première étape pour ça. On n'y est vraiment pas encore. On travaille dur dessus. S'il y a d'autres gens qui travaillent dur dessus, tant mieux. On pense qu'on travaille très très bien et qu'on est presque les seuls à travailler dessus. On n'y est pas encore. Là, vous faites que de la labellisation concrètement, mais est-ce que sur le long terme, vous avez pour objectif de remplacer Elasticsearch par votre propre algo? La labellisation. Alors Elasticsearch, Elasticsearch, c'est pour la partie en prod uniquement. La partie, par contre, data, calcul des mots-clés, tout ça, c'est avec d'autres algorithmes. Donc on n'a pas vocation à remplacer Elasticsearch parce que ce serait réinventer quelque chose qui existe déjà. De la même manière que Sacha, quand il utilise ses algorithmes en Python, il utilise des méthodes un peu standards qui sont connues, qui lui servent de base. Et ben pareil pour Elasticsearch, ça nous sert de base. Il y a des méthodes connues dedans, comme les TF-IDF et des choses comme ça, qui sont hyper classiques et on sait que ça marche. On n'est pas les premiers à concevoir un moteur de recherche non plus, donc on s'inspire par exemple de ce que fait Google typiquement. Et donc on va pas réinventer des nouvelles méthodes mathématiques pour faire un moteur de recherche. On sait les méthodes qui marchent et on essaie de les appliquer au mieux dans le domaine juridique. Donc, par exemple, typiquement, un truc qui est très spécifique, c'est les gens qui cherchent des références de décision de justice. Ils vont taper cour de cassation, la date. Donc, par exemple, on va reconnaître la date automatiquement. On va voir, ah oui, il a marqué cour de cassation, donc on va chercher dans la cour de cassation. Donc, ça, c'est des règles métiers vraiment. Et donc ça c'est ce qu'on construit par-dessus Elasticsearch, mais les bases de la recherche textuelle, en fait, les bases mathématiques, on ne va pas les réinventer alors qu'elles sont déjà connues. Donc pour le coup, on ne pense pas remplacer Elasticsearch, à mon avis, comme base, ce serait réinventer la roue, quoi, à mon avis. Enfin, je sais pas si c'était, je suis peut-être hors sujet du coup, mais vous labellisez les textes juridiques avec des mots, mais du coup, ce serait pas possible de reprédire. Arrête-toi juste déjà. Ah bon? Enfin, j'ai pas compris en fait ce que tu appelles labelliser justement. Bah, vous avez une table où vous avez des mots par justice. Mais c'est pas fait ça. Enfin, c'est pas nous qui le. Personne fait ça en fait. Il y a personne qui lit des décisions et qui sort les mots comme ça, quoi. Non, oui, je sais, mais c'est vous votre algo qui met les mots dans votre table et du coup, vous savez que D'accord, telle réponse juridique est attribuée à tel mot. Ok, donc ta question c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, ou plutôt est-ce qu'on utilise nos algorithmes de machine learning, donc qui détectent les juridictions, pour alimenter le moteur de recherche. Donc, en gros, les métadatas, donc ce que tu disais, juridiction et autres, est-ce que ça, on le fait juste pour le fun ou est-ce qu'on l'utilise en prod? C'est ta question? Non. Ah, j'ai essayé de la manipuler. Non, reformule alors, j'ai pas bien compris. Enfin, vous avez votre algo, il prédit pas en temps réel quand on met des mots. Il va comparer avec Elasticsearch les mots qui ont déjà été trouvés quand vous avez passé au préalable la nuit votre algo. Si j'ai bien compris. En fait, les mots qu'a montré Sacha, qui sont des mots-clés sur les décisions, eux, en fait, ne servent pas à faire la recherche. Ils servent uniquement à donner de l'information à l'utilisateur avant qu'il ait des décisions de justice pour savoir de quoi ça va parler. Mais en fait, ça ne sert pas à la recherche. La recherche, elle se fait dans les documents, dans des métadatas. Et en fait, ces mots-là ne sont pas utiles pour la recherche, ils sont uniquement utiles pour l'affichage. Parce qu'un avocat, quand il voit 100 décisions de justice, il se dit « Ouais, mais je vais lire une décision de justice, c'est hyper long, c'est horrible à lire. » Donc, ça lui prend 10 minutes s'il en lit une. Donc, du coup, s'il a des mots-clés où il sait déjà s'il va vouloir aller lire la décision ou pas, il gagne plein de temps, en fait. Donc, c'est juste un moyen pour l'avocat qui regarde les résultats de se dire « Ah, c'est celui-là que je vais aller regarder. » Parce qu'il voit les mots-clés qui parlent de la thématique qui l'intéresse ou pas. Mais en fait, ça ne sert pas à l'algorithme qui fait la recherche en réalité, ça. Ok. Du coup, les métadatas, c'est vos algorithmes de machine learning qui les extrait de vos textes et vous les pondérez comment? C'est les mêmes algorithmes? Alors, les métadatas, alors c'est un peu compliqué. Enfin, ça dépend en fait. Il y a des bases de données où il y a des métadatas qui sont fournis. Ça arrive 1% du temps.
Et 99% du temps, les métadonnées ne sont pas fournies et on a des algos qui servent à déterminer ces métadonnées. Et attends, et ta deuxième question, du coup? C'était la pondération, parce qu'un moteur de recherche, c'est... Ah oui, alors bien sûr, on a une pondération sur chacune des métadonnées qu'on a construit en partie empiriquement, mais en partie un peu scientifiquement aussi, parce qu'en fait, on a construit, quand on a fait la V1, je ne vais pas vous cacher que c'était totalement empirique, on s'est dit, bah ouais, le champ où il y a la course, c'est hyper important, le champ où il y a les pneus de partie, c'est hyper important, l'avocat, on s'en fout un peu, bon. Et en fait, après, on a construit un benchmark, en fait, qu'on a un certain nombre de recherches utilisateurs, les résultats qu'on attend, ou si on tombe sur des résultats qu'on n'a pas encore tagués, l'algorithme de benchmark il est interactif, il nous demande est-ce que ce résultat est pertinent pour cette recherche, et la personne qui fait tourner l'algorithme doit dire oui ou non, et du coup on évalue la pertinence de notre moteur de recherche. Donc en fait on a un benchmark avec des recherches prédéfinies comme ça, donc qui est semi-automatique. Et par ailleurs, on a des mesures pour mesurer si les gens trouvent rapidement l'information qu'ils cherchent. Donc ça, c'est des mesures sur le comportement utilisateur pour déterminer si de manière effective, c'est efficace. Donc en fait, on a ces deux systèmes de mesures. Alors évidemment, quand on veut jouer sur les poids dans les différentes métadatas, on peut que faire retourner le premier truc, c'est-à-dire l'algorithme qu'on peut refaire tourner automatiquement, enfin semi-automatiquement qui pose des questions, mais sans attendre l'effet sur le comportement utilisateur. Donc on fait comme ça, on fait tourner notre benchmark et du coup on peut itérer comme ça et améliorer la pertinence. Mais sinon, ce qui est important, c'est de construire le benchmark. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des recherches pertinentes de type. Donc ça, on les a construites par rapport à des retours utilisateurs. J'ai tapé cheval, mais les 10 premières décisions, ça n'a rien à voir avec le cheval. Et là, on regarde, on dit ah ouais, effectivement, il y a un problème. Et du coup, là, on se dit, on va rajouter cet exemple-là dans le dataset de benchmark. Et du coup, après, on peut jouer sur les poids et voir si on s'améliore par rapport à ça, quoi. Donc voilà, il y a mesure effective, mesure benchmark. Et au début, la V1, c'était empirique, quoi, en fait. D'accord, donc c'est que du travail humain en fait, enfin, que ce soit vos utilisateurs ou votre benchmark semi-automatique. Le benchmark, c'est du travail humain. Il a fallu déterminer qu'est-ce qui était pertinent comme recherche. Donc on s'est basé sur ce que les gens cherchaient le plus, ce que les gens nous demandaient, sur notre intuition. Et après, on a regardé, on a tagué à la main, voilà, on regarde les 10 premiers résultats quand on tape cheval. Est-ce que ça parle de cheval ou pas? Oui, non. Du coup, il y en a 7 qui parlent de cheval, 3 qui n'en parlent pas. Donc on a 70% de réussite sur cette recherche. Et puis on en fait plein comme ça. Et donc ça, c'est du travail manuel. Et c'est moi qui l'ai fait en l'occurrence, de taguer ces résultats, par exemple. Voilà. Excusez-moi, une autre question. Ça n'a rien à voir, mais vous avez dit que vous utilisez de l'Angular. Pour la SEO, ça se passe comment? Est-ce que Augustin, tu veux parler d'Angular? Non, mais vas-y. Donc pour la SEO, c'est très simple. Alors en fait, c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça en vrai, parce que comme c'est hyper important pour nous la SEO, en fait, le rendu des décisions est fait côté serveur. Par contre, par exemple, le rendu des résultats de recherche, lui, est fait côté client. Et il y a une API en Ajax qui envoie les résultats en JSON, en gros, depuis le serveur quand vous faites une recherche. Et tout le rendu est fait côté client. Par contre, les décisions, elles, c'est du rendu côté serveur avec le EJS, le langage de template EJS qui est souvent utilisé en Node.js. Et là, du coup, c'est du rendu côté serveur de façon à ce que les décisions puissent être indexées. Et du coup, là, c'est bon pour la SEO à ce moment-là. Puisque toutes nos décisions de justice sont indexées sur Google, ce qui est un atout en termes de SEO, en fait. Angular, c'est pas grave, en fait, le rendu il peut très bien avoir des parties en fait du HTML qui sont rendues côté serveur, et après qu'il y a du Angular qu'on rajoute par-dessus. Et c'est juste que c'est pas Angular qui fait le rendu en fait. Le rendu est fait déjà côté serveur. Donc on a du mixte rendu côté serveur, de mix côté client, quoi. Voilà. Ok, moi j'ai une question par rapport à ton background, Sacha. Vu que tu as fait des maths, tu as fait beaucoup de maths. Moi en ce moment je suis CTO, du coup j'ai pas vraiment le temps de faire des études de maths, de bouffer des maths pendant 3 ans. Je bosse avec un pote qui lui s'intéresse beaucoup au machine learning. Je peux te citer plein de buzzwords, mais on va éviter ce soir. Mais il est vraiment nazi. Du coup là après Epitech, il va arrêter Epitech en 3e année et il va renchaîner avec des maths. Sauf que moi j'ai ni la motivation ni l'envie de faire tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles à un dev qui a envie de s'intéresser au machine learning et quelles ressources? Parce que quand tu vas sur Quora, tu vois que tout le monde, c'est tous des nazis. Il faut absolument avoir fait des maths avant de faire du machine learning. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Alors, du coup, Quora se catégorise dans la deuxième partie, la première partie de ma slide du début, donc avec des lunettes et qui balance du sel comme ça. Je pense que c'est pas vrai. Il y a certaines questions où les gens sont assez honnêtes, mais en vrai, quand les gens essaient de faire un concours d'ego, tu peux rapidement tomber dans non, mais de toute façon, si tu n'as pas fait un PhD puis un postdoc, tu ne vaux rien, tu ne comprendras rien. C'est complètement faux. Il y a pas mal de ressources en fait qui te permettent de déjà avoir une bonne approche. Donc, déjà, la première question, c'est est-ce que tu as envie de travailler avec ton pote? Parce que si tu le décris juste comme un gros facho, ça peut être sympa.
Un bon facho, ok. Non, mais c'est très bien. Il faut des gens rigoureux et qui ont un rouleau compresseur pour avaler de la connaissance. Il faut complètement. Enfin, il faut juste, en fait, toi, que tu comprennes les différents enjeux. Je réfléchis en même temps. En gros, il y a des moments où lui, il va vouloir déballer sa science parce que forcément, il a fait des études pour ça. Il a envie de. Tout le monde a envie de faire ça. Tout le monde a envie de recycler ce qu'on a appris en école. Et là, il faudra que tu lui mettes un stop à ce moment-là. Et pour ça, il faut que tu sois capable de faire les priorités entre les trucs importants. Donc, globalement, il y a des gros blog posts qui sont faits par des gens très pédagogues. Pas mis de ressources là. Il y a les ressources sur apprentissage profond. Quand tu arrives en fait, dans le Drive, tu as pas mal de trucs comme ça. Donc, le blog de Carpati, le blog de Christopher Ola, qui sont très bien faits, qui sont faits pour des devs qui ont envie d'expérimenter et après d'avoir un sens. Donc, en gros, il faut que tu chopes une intuition. C'est facile à dire, mais il faut que tu lises suffisamment de blog posts, des gens qui ont fait des expériences. Il faut que tu ailles à des meet-up, il faut que tu te renseignes un petit peu tout en ayant un petit peu le plaisir, parce que sinon tu vas vite abandonner. Et tu n'as pas besoin de faire de longues années de maths pour ça. Moi, les longues années, enfin, les études de maths, elles me servent à des moments critiques où il y a des décisions à prendre et où, en fait, j'ai déjà vu des choses. Il y a des choses qui me rappellent des algos que j'ai déjà vus, des papiers de recherche que j'ai déjà vus. C'est pas au quotidien que ça sert. C'est juste. Voilà, c'est ça. Faut que tu comprennes les choses, il faut que tu aies une intuition. Et ça, tu peux l'avoir de plein de manières différentes. De manière très scolaire, en suivant des cours. De manière scolaire moins, ou scolaire plus, ça dépend. En faisant des MOOC, ou vraiment en expérimentant. Donc, en fonction de ta sensibilité, il y a plein de blogs qui vont t'aider. Enfin, bon courage avec ton pote, mais ça va faire. Ouh, dis pas ça. Non, disons qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à ça. Et moi, je suis très. Le chemin que j'ai pris, en tout cas, il était très en adéquation avec mon affinité pour les maths, le fait que j'adore lire des papiers. D'autres chemins, si j'avais pris d'autres chemins, par exemple, si j'étais passé que par du code, je pense que j'aurais abandonné et je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, en fonction de ton affinité, tu prends le chemin qui te plaît, tu peux aboutir au truc. Enfin, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas si tu en as envie et que si tu as envie de travailler avec ton pote. Moi, à l'inverse, j'ai un background de maths, mais je m'en sers pas du tout au quotidien. Comme Sacha dit, c'est vrai, je m'en sers parce que parfois je peux comprendre des trucs dont tu parles, mais moi j'ai fait des maths et je m'en sers pas vraiment, par exemple, inversement. Donc, Je vais me raconter, je fais des maths et maintenant je décide si c'est vert, plus ou moins vert sur le site, quoi. Donc globalement, je m'en sers vraiment pas du tout, quoi. Oui, j'avais une question. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment super. Il y a une autre start-up, en fait, c'est une idée surtout qui paraît très intéressante aussi, l'idée de prévoir des résultats de décisions de justice ou de tendre vers ça, en tout cas, d'avoir des indices et tout ça sur les moyens utilisés, tout ça. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que ça vous paraît trop loin dans le futur ou comment vous voyez ça? alors, je pense qu'il y a beaucoup de bullshit en fait dans ce domaine, en fait. C'est intéressant. Donc, non, en fait, déjà, je dirais deux choses. Je vois pas bien qui est le client qui a besoin de ça, en fait, déjà. Donc, du coup, pour nous, bon, on se dit, l'avocat, il va pas. Enfin, si l'avocat, ça pourrait l'intéresser de prédire des décisions de justice en disant, oh, je vais travailler plutôt sur tel cas plutôt que sur tel autre. Mais. Hein ouais, déjà. Alors, enfin, là, c'est plutôt remplacer le juge à la limite, mais bon. Mais l'avocat, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Non, mais en fait, je pense que pour l'instant, c'est vraiment de la science-fiction, ou alors on peut faire des choses hyper basiques, mais où à la limite, des stats sur des cas similaires, comme on dit, voilà, conduite en état d'ébriété, ou des trucs hyper simples comme ça, allez hop, c'est tant d'amendes et machin, on peut faire des stats et dire, bah voilà, la moyenne c'est de temps, ça on peut le faire par exemple. Mais à la limite, ça c'est pas hyper, voilà, ça fait pas rêver, quoi. C'est bon. Après, pour les affaires qui sont compliquées, pour les affaires vraiment complexes, qui sont pas juste un truc expédié comme ça, genre une amende ou un truc comme ça, bah, finalement, pour l'instant, ça relève de la science-fiction, à mon avis, clairement. Alors, peut-être que Sacha veut dire quelque chose de plus. Je vais ouvrir ma gueule. Je voulais montrer. Donc, là, on est sur Doctrine, vous voyez ou pas? Donc, avant de prédire des grandes choses, moi, mon taf, entre autres. Ça scrolle ou pas? Non, ça scrolle pas. Tu peux juste montrer le filtre par montant. C'est donc c'est d'afficher tout ce qu'on voit là et aussi de prévoir un peu les features. Donc, ce dont on parle à chaque fois, c'est envisager les features que veulent les utilisateurs, en l'occurrence les professionnels du droit, donc les avocats, et en particulier, est-ce qu'ils ont envie de prévoir dans le futur
Et donc la première prédiction qu'on a testée, donc là c'est quelque chose qu'on a fait lundi dernier. Donc c'est avant d'implémenter tout ça et de faire tout le back et la data, on a fait une fake feature donc, que j'ai pris plaisir à faire. Donc j'ai fait une recherche animale et fait un tri par montant, par exemple, par indemnité. En gros, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un avocat a envie de prévoir quel va être le montant d'indemnité en moyenne pour une décision type. Donc la question, c'est, on a créé ce filtre, donc là qui paraît vrai. Donc je dis, hop, boum, et ben non, cette feature n'existe pas. Et auquel cas, si vraiment il veut cette feature, donc je lui pose la question, boum, il appuie sur ce bouton, et après moi je l'appelle jeudi, et puis on en parle tous les deux. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui a cliqué sur ce bouton-là. Donc avant de prévoir toute la machinerie qui va derrière, comme on disait Raph, on commence vraiment par le truc basique, et on ship rapidement, et ça a pris 2 heures plus un bug à débugger, comme disait Raph, parce qu'il y avait un bug d'input qui écoutait aussi le scroll, et ça c'était la merde, mais on a pu débugger ça. Merci. Alors là, vous êtes les premiers avec le nombre de documents numérisés. Vous voulez continuer à en numériser d'autres. Vous voulez améliorer votre algo. Mais c'est quoi aussi l'avenir à 5, 10 ans? Je sais pas de doctrine. Est-ce qu'il va faire un buzzword, un chatbot, un machin, enfin plein de trucs comme ça? Le buzzword, c'est billion, non? C'est pas ça le buzzword? Ouais. Unicorn? Voilà, enfin, c'est quoi un peu l'avenir de doctrine? Parce que après, on va tomber, j'imagine, dans l'archéologie du droit. Parce qu'à la fin, vous allez finir avec des arrêts d'il y a 200 ans. Alors, si on se projette, alors alors si on se projette, ce qu'on aimerait faire en termes d'analyse, un truc qu'on rêverait de faire, par exemple, c'est d'avoir un résumé des décisions de justice. Et dans les résultats ici, si on pouvait avoir, au lieu d'un extrait qui contient les mots que la personne a cherché, un résumé de la décision, mais qui vraiment traduit un résumé humainement compréhensible, quoi. Donc, il y a des décisions, par exemple, tu peux en ouvrir une, où il y a des résumés qui ont été faits. Voilà, tu n'as qu'à ouvrir une décision. Alors là, ouvre la décision de la classe. Voilà, cette décision-là, si tu veux bien descendre un petit peu, Sacha, voilà, ici, il y a un résumé. Ce résumé, il a été écrit par la Cour de cassation. Donc, c'est un humain qui est un juriste, il a lu tout ça, et puis il a écrit ça. Si on pouvait avoir un programme qui générait ça, ce serait vraiment game changer, ça ce serait un truc génial de pouvoir générer ça par machine. Actuellement, on n'est pas capable de le faire, mais dans 5 ans, ça pourrait être un truc, ça pourrait être la nouvelle feature qui serait vraiment révolutionnaire, ça serait de pouvoir faire ça, par exemple. Voilà. Et donc ça pourrait être voilà, les grands objectifs sur lesquels on pourrait aller, quoi, par exemple. Peut-être que Sacha a une autre idée. En fait, tu avais l'air de parler d'archéologie du droit, en fait, comme si la course à la donnée, c'était une course dans le passé. On n'est pas des archéologues, c'est plutôt on découvre des nouvelles choses. Et en fait, le droit, la question avant ça, c'est quoi le futur du droit dans 5 à 10 ans? Et le droit, ça se renouvelle en fait. Le droit, à chaque fois, la jurisprudence, déjà, on aurait peut-être dû commencer par ça. C'est hier, il y a sur l'affaire du Burkini, par exemple, il y a un juge qui a rendu une décision. Et ça fait office de jurisprudence. C'est-à-dire que demain, tous les maires qui vont essayer de faire ça vont être condamnés ou autres. Le droit change. Et du coup, le fait de monter dans la donnée, c'est plus une course, une fuite vers l'avant, une projection, qu'une fuite dans le passé. Donc, il y aura toujours de la nouvelle donnée, il faudra toujours être là pour la collecter. C'est pas le fait d'avoir plus de données, c'est pas le fait de remonter en arrière. C'est pas ça, en fait, qui est valorisé. Les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est hier, il y a une décision de justice. Est-ce que aujourd'hui, elle est sur doctrine? Aujourd'hui, c'est le cas. Et puis juste une précision, si on a plus de décisions que nos concurrents, c'est pas du tout parce qu'on remonte plus loin dans le passé. En fait, on remonte même peut-être un peu moins loin dans le passé. C'est parce qu'on a des cours, en fait, on a des tribunaux qui rendent des décisions que eux n'ont pas et que nous avons. En fait, c'est principalement ça la différence. Donc en fait, on n'est pas, c'est pas parce qu'on va plus loin dans le passé du tout en fait, en réalité. Il y a aussi la vision strictement business, c'est-à-dire que là, on est sur une verticale qui est très claire, qui est la recherche de jurisprudence, mais c'est une infime partie du quotidien d'un juriste ou d'un avocat. Et donc, il y a d'autres verticales sur lesquelles on peut vraiment être bien meilleur. Donc là, on se focalise sur un truc, parce que comme on l'a dit, une startup, c'est se focaliser sur un truc. Là, on a peu de ressources, peu de moyens, donc on va être très bon là-dessus. C'est les jurisprudences françaises, et encore, on ne les a pas toutes. Donc il y a déjà couvrir d'autres use cases en France, mais aussi, après, il y a les données américaines, etc. Donc il y a un énorme travail. Donc on a beaucoup de travail à faire sur la roadmap, quoi. Ah oui. Oui, par exemple, là, on parlait de jurisprudence, mais qu'est-ce qu'on a implémenté aussi? C'est la loi. On voit apparaître la loi. Demain, il y a des fiches, il y aura des fiches juridiques qui font des résumés pour faire du pré-marché à l'avocat, pas justement pas pour le remplacer, mais au contraire pour que lui se focalise pour être le front-end, quoi. Il est avec le client, et après, il y a toute la machinerie derrière, un peu de data, elle est faite par doctrine. Donc, il y a plein de choses à faire sur doctrine, rien qu'en droit français, quoi.
Sinon, j'avais une question par rapport à l'aspect jurisprudence, puisque quelquefois la jurisprudence change. Est-ce que vous avez une pondération par rapport à ça, ou c'est simplement dans l'ordre chronologique que ça apparaît? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'une nouvelle jurisprudence soit apparue lui donne plus de valeur que la jurisprudence précédente? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est vous êtes des matheux, mais est-ce que vous êtes des linguistes aussi? Alors, pour la première question, les revirements de jurisprudence, c'est une thématique extrêmement intéressante d'un point de vue juridique. Et c'est vrai que ce serait un immense progrès si, quand on lit une décision de justice, on pouvait avoir une information. En fait, cette jurisprudence n'est plus valable parce qu'il y a eu tel revirement de jurisprudence ultérieur, par exemple de la Cour de cassation. Donc ça, ce serait hyper intéressant. On ne le fait pas encore. En fait, personne ne le fait, ça, actuellement. Mais c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Ça serait génial, effectivement. Et alors, est-ce qu'on est linguiste? Alors moi, je ne suis pas linguiste, mais... par contre, on est juriste en partie. On a un de nos cofondateurs en fait, qui parle chinois et 6 autres langues, en fait, pour être précis. Il n'est pas là. Pour la question linguiste, en fait, ça rejoignait juste la dernière slide où on disait qu'on était actif dans la communauté, notamment le groupe Paris NLP. En fait, ça nous permet nous d'être là et de rencontrer des gens qui font des réseaux de neurones et autres, donc qui sont des jeunes globalement, et des gens qui ont déjà de l'expérience dans le parsing, qui ont de l'expérience dans le langage, des linguistes, notamment l'équipe Alpage par exemple, qui intervient là. Et on n'est pas linguiste, mais on est en formation. De la même manière qu'on n'est pas juriste, mais on est en formation. Et en fait, le fait d'être en contact avec tous ces gens-là, ça fait qu'on mange un petit peu ce qu'il y a de meilleur chez eux. Les parseurs grammaticaux, par exemple, c'est quelque chose qui a été développé, qui est aujourd'hui difficilement challengeable par les réseaux de neurones. Donc là, on s'inspire de ce qui a été fait justement par les linguistes pour être capable de voir que dans une phrase, il y a un verbe, un nom identifié ou des choses comme ça. Donc il y a des choses à faire avec eux en s'inspirant de ce qu'ils font. Mais nous, on n'a pas cette formation-là, mais on essaie de s'enrichir avec leur savoir. Ouais. Bonsoir. Alors moi j'ai une question par rapport à votre data. Vous disiez que vous aviez commencé avec 10 000 décisions et qu'aujourd'hui vous êtes à 3 millions, enfin plus de 3 millions. Donc ma question c'est comment vous avez fait pour passer de 10 000 à 3 millions 5? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus d'open data? Est-ce que votre initiative justement a favorisé plus d'open data, ou est-ce que vous avez dû aller en acheter? Enfin, comment vous êtes organisé? Alors c'est vrai que y a un progrès vers l'open data, mais depuis qu'on a créé la boîte, est-ce qu'il y a plus de choses en open data? En fait, je pense que quasiment pas. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Par contre, en fait, c'est vrai que nous, on peut dire qu'on est un vecteur de l'open data, puisque on est les premiers à mettre indexé sur Google en fait plein de décisions de justice qui n'y étaient pas avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui arrivent par la SEO, et que je parlais de la SEO tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a donc mis en ligne librement disponibles ces décisions de justice qui avant n'étaient pas du tout accessibles librement. Donc nous, on a effectivement été dans le sens de favoriser l'open data, clairement, du coup, en faisant ça. Par contre, comment on obtient les décisions de justice? Eh bien, parfois, ce sont des accords avec les juridictions, parfois, ce sont des avocats qui nous les envoient, des cabinets d'avocats, et également, ce sont des programmes qu'on a écrits qui vont récupérer les décisions partout sur Internet, où on peut les trouver. Voilà. Donc, du coup, deuxième petite question qui est liée à ça, vous n'avez pas parlé du coup de votre modèle économique, vous vendez à des avocats l'accès? Oui, alors c'est très simple, en fait c'est un abonnement. C'est un abonnement pour accéder au moteur de recherche. Donc par contre, voilà, tout simplement, donc c'est relativement évident comme business model, on pourrait dire. Voilà. Ouais, votre startup, elle est incubée quelque part, elle a fait des levées de fonds. C'est quoi la stratégie développement ouais. Est-ce que la startup est incubée quelque part et est-ce que vous avez fait des levées de fonds? Combien? Est-ce que c'est prévu? Oui. Oui, parce que j'ai dit au tout début, mais peut-être que, enfin, j'ai dit, c'était vraiment dans le premier slide. Donc en fait, on a levé 2 millions d'euros en fait l'été dernier, et on est incubé à Agoranov, voilà. Est-ce que vous connectez à la politique? Est-ce que vous essayez de rationaliser le droit, de voir les incohérences, les contradictions, etc. Alors, est-ce qu'on essaie de voir les incohérences dans le droit, c'est-à-dire C'est ça. Est-ce que vous essayez d'améliorer le droit?
Est-ce que vous... Ouais, Ah. changer le droit de... Alors, je de dirais vos pas qualités qu'on à la ait cette politique. prétention-là pour le moment, effectivement, de changer le droit. Alors, sans doute qu'en donnant un accès plus important au droit, on va permettre à l'avocat de mieux avoir accès au droit et donc de mieux défendre ses clients. Par ailleurs, il y a un autre aspect qu'avait remarqué d'ailleurs le président de la Cour de cassation au début de cette année, qui est que comme les décisions de justice, le fait que les décisions de justice soient facilement accessibles en ligne, fait qu'on peut se rendre compte quand il y a une incohérence dans le jugement des différents juges des différentes cours, on peut dire bah, du tout que lui il a jugé de telle manière alors que le tel autre juge de telle manière. Et le fait que ça se soit mis au grand jour, actuellement, n'importe qui peut aller assister à des décisions de justice. Si vous allez au palais de justice à Paris, vous pouvez entrer librement, vous pouvez assister à des audiences. La justice est rendue entièrement publiquement. Pour autant, vous n'avez aucune idée de si le juge il est plus sévère à Versailles. Bon. Mais le fait que toutes ces décisions soient en ligne et qu'on commence à les analyser fait qu'on peut avoir des stats sur ce genre de choses. Et donc, le fait que du coup, il y ait ces datas, on peut faire des stats vont finir par être faites, on va voir que tel ou tel juge est anormalement sévère, pas sévère, etc. Ça va permettre probablement d'améliorer la qualité de la justice rendue du coup de manière indirecte. Enfin, c'est ce qu'a dit le président de la Cour de cassation au début de cette année. Il a dit que probablement ça va amener à ça. Et je pense que c'est vrai, c'est une analyse qui me paraît à long terme vraie, que ça peut être la manière dont l'accès à des décisions de justice peut amener à changer la pratique du droit. Ouais, moi, quand je pense à ça, donc nous, on n'essaie pas évidemment de changer rationnellement le droit en disant tel point de droit va changer. Mais c'est plutôt la pratique en tant que telle qui va changer, enfin, pas à nous, mais un mouvement global des startups comme nous. Typiquement, moi, je pense à Bloomberg, donc, qui, dans les années, fin des années 80, a changé vraiment la finance de marché, est devenu beaucoup plus real-time, avec plein de dashboards, beaucoup plus analytics. Nous, en l'occurrence, on n'est pas comme Bloomberg, dans le sens où Bloomberg, il y en a avant et un après. Nous, il y a déjà des boîtes qui font ce qu'on fait, sauf qu'on essaie de le faire 10 fois mieux. Donc, je pense qu'on va changer un peu le paradigme de la pratique de l'avocat, dans le sens où il aura plus de données fondées sur plus de faits précis. Mais évidemment, le droit, nous, on est neutre de tout ça, quoi. Et une dernière, vous faites ça en français seulement? Ouais. Ok. Avant qu'on ne s'étende à toute l'Europe après avoir conquis la France. Une question en 3 points. Et c'est là où tout est l'intérêt de tout faire de manière statistique, avec des modèles justement qu'on ne labellise pas à la main. Il est là. Parce que demain, tu me donnes un truc en portugais. J'aurais du mal à analyser les tags, mais globalement, il y aura des tags qui vont sortir et on pourra les comprendre, les corriger et améliorer le modèle. Mais le coût fixe, en fait, on l'a sur la France. Demain, on va n'importe où, on fait la même chose en 10 fois moins de temps. Dernière question. Du coup, par rapport à la langue, je me demandais déjà, est-ce que vous avez des compétiteurs à l'étranger? Et deuxièmement, vu que votre business model marche déjà bien en France, est-ce que vous avez pour ambition d'aller à l'étranger? Eh ben, oui, on a comme ambition d'aller à l'étranger une fois qu'on aura conquis une grande partie du marché français. Alors oui, il y a des concurrents. On a des concurrents aux États-Unis. On a des concurrents déjà en France qui sont aussi dans le reste de l'Europe et dans les États-Unis. Par exemple, LexisNexis est à la fois aux États-Unis et en Europe. Mais après, des startups comme nous qui font un peu la même chose dans les autres pays européens, il n'y en a pas vraiment. Mais par contre, on a des concurrents, on va dire, traditionnels en Europe. Et mais après, il n'y a pas l'équivalent de doctrine dans d'autres pays. Enfin, il y a des tentatives, mais qui sont vraiment balbutiantes. Donc, En fait, je pense que le seul truc à retenir, c'est le conseil de vieux sage. C'est faut pas non plus trop penser à ouvrir d'autres pays. Non, mais c'est très bien, mais on voit pas mal de startups autour de nous en France, notamment en B2C, qui essaient d'ouvrir d'autres pays. Donc, elles ouvrent la France. Donc, il y a un coût opérationnel. Ouvre la France, ça veut dire ouvrir Paris. Ouvrir Paris, ça veut dire ouvrir le 11e arrondissement, si tu veux. Et elles ouvrent le 11e arrondissement, fine. Et après, elles se disent, bon, c'est bon, là, j'ai compris, j'ai un produit qui tourne, j'ouvre Londres. Et radicalement et très rapidement, elles reviennent. Là, on a vu ça autour de plein de boîtes autour de nous, 4-5, vraiment, dernièrement. Donc, il faut aussi bien mûrir son truc. Je pense à Doctolib, qui est vraiment sur une niche, on pourrait dire, les médecins français. Pour l'instant, ils ont 15% du marché français. Donc, ils peuvent déjà vraiment scaler en France avant de penser évidemment international. Donc nous, évidemment, cette ambition, mais il faut aussi remettre les choses à leur place et faire un produit qui est vraiment très bon, où on vend bien aux avocats français. Et après, évidemment, quand on a moins de coûts fixes, il y aura le coût fixe de la donnée, la carte de la donnée, parce que c'est le fuel, quoi. Mais en tout cas, le traitement, il sera fait déjà par les algos, quoi.
Bon ben, on va peut-être arrêter pour les questions, mais vous pouvez venir me poser vos questions individuellement. Vous pouvez venir me voir à la fin, il n'y a pas de problème si vous avez encore des questions à poser. Les autres, du coup, on va vous laisser quand même partir, voilà. Mais vous pouvez venir me poser vos questions, il n'y a pas de problème. Et merci encore à 42 entrepreneurs de nous avoir accueillis. C'était un plaisir de venir ici.